Chapitre 11. L'intrigue se noue. Sa visite faite à M. de Tréville, D'Artagnan prit tout pensif le plus long chemin pour rentrer chez lui. À quoi pensait D'Artagnan qu'il s'écartait ainsi de sa route, regardant les étoiles du ciel et tantôt soupirant, tantôt souriant? Il pensait à Madame Bonacieux. Pour un apprenti mousquetaire, la jeune femme était presque une idéalité amoureuse. Jolie, mystérieuse, initiée à presque tous les secrets de cour, qui reflétait tant de charmante gravité sur ses traits gracieux. Elle était soupçonnée de n'être pas insensible, ce qui est un attrait irrésistible pour les amants novices. De plus, D'Artagnan l'avait délivrée des mains de ces démons qui voulaient la fouiller et la maltraiter. Et cet important service avait établi entre elle et lui un de ces sentiments de reconnaissance qui prennent si facilement un plus tendre caractère. D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accosté par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelques billets de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. Nous avons dit que les jeunes cavaliers recevaient sans honte de leur roi. Ajoutons qu'en ce temps-là, de facile morale, ils n'avaient pas plus de vergogne à l'endroit de leur maîtresse, et que celle-ci leur laissait presque toujours de précieux et durables souvenirs, comme si elles eussent essayé de conquérir la fragilité de leurs sentiments par la solidité de leurs dons. On faisait alors son chemin par les femmes sans en rougir. Celles qui n'étaient que belles donnaient leur beauté, et de là vient sans doute le proverbe que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Celles qui étaient riches donnaient en outre une partie de leur argent, et l'on pourrait citer bon nombre de héros de cette galante époque qui n'eussent gagné ni leurs éperons d'abord, ni leurs batailles ensuite, sans la bourse plus ou moins garnie que leur maîtresse attachée à l'arçon de leur selle. D'Artagnan ne possédait rien. L'hésitation du provincial, vernis léger, fleurs éphémères, duvet de la pêche, s'était évaporé au vent des conseils peu orthodoxes que les trois mousquetaires donnaient à leur ami. D'Artagnan, suivant l'étrange coutume du temps, se regardait à Paris comme en campagne, et cela ni plus ni moins que dans les Flandres, l'Espagnol là-bas, la femme ici. C'était partout un ennemi à combattre, des contributions à frapper. Mais disons-le, pour le moment, D'Artagnan était ému d'un sentiment plus noble et plus désintéressé. Le mercier lui avait dit qu'il était riche. Le jeune homme avait pu deviner qu'avec un niais comme l'était M. Bonacieux, ce devait être la femme qui tenait la clé de la bourse. Mais tout cela n'avait influé en rien sur le sentiment produit par la vue de Madame Bonacieux, et l'intérêt était resté à peu près étranger à ce commencement d'amour qui en avait été la suite. Nous disons à peu près, car l'idée qu'une jeune femme belle, gracieuse, spirituelle et riche en même temps n'ôte rien à ce commencement d'amour, et tout au contraire le corrobore. Il y a dans l'aisance une foule de soins et de caprices aristocratiques qui vont bien à la beauté. Un bas fin et blanc, une robe de soie, une guimbe de dentelle, un joli soulier aux pieds, un frais ruban sur la tête, ne font point jolie une femme laide, mais font belle une femme jolie. Sans compter les mains qui gagnent à tout cela. Les mains, chez les femmes surtout, ont besoin de rester oisives pour rester belles. Puis D'Artagnan, comme le sait très bien le lecteur, auquel nous n'avons pas caché l'état de sa fortune, D'Artagnan n'était pas un millionnaire. Il espérait bien le devenir un jour, mais le temps qu'il se fixait lui-même pour cet heureux changement était assez éloigné. En attendant, quel désespoir que de voir une femme qu'on aime désirer ces 1000 riens dont les femmes composent leur bonheur, et de ne pouvoir lui donner ces 1000 riens. Au moins, quand la femme est riche et que l'amant ne l'est pas, ce qu'il ne peut lui offrir, elle se l'offre elle-même. Et quoique ce soit ordinairement avec l'argent du mari qu'elle se passe cette jouissance, il est rare que ce soit à lui qu'elle revienne la reconnaissance. Puis D'Artagnan, disposé à être l'amant le plus tendre, était en attendant un ami très dévoué. Au milieu de ses projets amoureux sur la femme du mercier, il n'oubliait pas les siens.
La jolie Madame Bonacieux était femme à promener dans la plaine Saint-Denis ou dans la foire Saint-Germain, en compagnie d'Athos, de Porthos et d'Aramis, auxquels d'Artagnan serait fier de montrer une telle conquête. Puis quand on a marché longtemps, la fin arrive. D'Artagnan, depuis quelque temps, avait remarqué cela. On ferait de ces petits dîners charmants où l'on touche d'un côté la main d'un ami et de l'autre le pied d'une maîtresse. Enfin, dans les moments pressants, dans les positions extrêmes, D'Artagnan serait le sauveur de ses amis. Et M. Bonacieux, que D'Artagnan avait poussé dans les mains des sbires en le reniant bien haut, et à qui il avait promis tout bas de le sauver? Nous devons avouer à nos lecteurs que D'Artagnan n'y songeait en aucune façon, ou que, s'il y songeait, c'était pour se dire qu'il était bien où il était, quelque part qu'il fût. L'amour est la plus égoïste de toutes les passions. Cependant que nos lecteurs se rassurent. Si D'Artagnan oublie son hôte ou fait semblant de l'oublier, sous prétexte qu'il ne sait pas où on l'a conduit, nous ne l'oublions pas, nous, et nous savons où il est. Mais pour le moment, faisons comme le Gascon amoureux. Quant au digne Mercier, nous reviendrons à lui plus tard. D'Artagnan, tout en réfléchissant à ses futurs amours, tout en parlant à la nuit, tout en souriant aux étoiles, remontait la rue du Cherche-Midi, ou Cache-Midi, ainsi qu'on l'appelait alors. Comme il se trouvait dans le quartier d'Aramis, l'idée lui était venue d'aller faire une visite à son ami pour lui donner quelques explications sur les motifs qui lui avaient fait envoyer Planchet, avec invitation de se rendre immédiatement à la souricière. Or, si Aramis s'était trouvé chez lui lorsque Planchet y était venu, il avait sans aucun doute couru rue des Fossoyeurs, et n'y trouvant personne que ses deux autres compagnons peut-être, il n'avait dû savoir ni les uns ni les autres ce que cela voulait dire. Ce dérangement méritait donc une explication. Voilà ce que se disait tout haut D'Artagnan. Puis tout bas, il pensait que c'était pour lui une occasion de parler de la jolie petite Madame Bonacieux, dont son esprit, sinon son cœur, était déjà tout plein. Ce n'est pas à propos d'un premier amour qu'il faut demander de la discrétion. Ce premier amour est accompagné d'une si grande joie qu'il faut que cette joie déborde. Sans cela, elle vous étoufferait. Paris, depuis 2 heures, était sombre et commençait à se faire désert. 11 heures sonnaient à toutes les horloges du faubourg Saint-Germain. Il faisait un temps doux. D'Artagnan suivait une ruelle située sur l'emplacement où passe aujourd'hui la rue d'Assas. Respirant les émanations embaumées qui venaient avec le vent de la rue de Vaugirard, et qu'envoyaient les jardins rafraîchis par la rosée du soir et par la brise de la nuit. Au loin résonnaient, assourdis cependant par de bons volets, les chants des buveurs dans quelques cabarets perdus dans la plaine. Arrivé au bout de la ruelle, D'Artagnan tourna à gauche. La maison qu'habitait Aramis se trouvait située entre la rue Cassette et la rue Servandoni. D'Artagnan venait de dépasser la rue Cassette et reconnaissait déjà la porte de la maison de son ami, enfouie sous un massif de sycomores et de clématites qui formait un vaste bourrelet au-dessus d'elle, lorsqu'il aperçut quelque chose comme une ombre qui sortait de la rue Servandoni. Ce quelque chose était enveloppé d'un manteau, et D'Artagnan crut d'abord que c'était un homme. Mais à la petitesse de la taille, à l'incertitude de la démarche, à l'embarras du pas, il reconnut bientôt une femme. De plus, cette femme, comme si elle n'eût pas été bien sûre de la maison qu'elle cherchait, levait les yeux pour se reconnaître, s'arrêtait, retournait en arrière, puis revenait encore. D'Artagnan fut intrigué. « Si j'allais lui offrir mes services, pensa-t-il. À son allure, on voit qu'elle est jeune, peut-être est-elle jolie. Oh oui, mais une femme qui court les rues à cette heure ne sort guère que pour aller rejoindre son amant. Peste! Si j'allais troubler les rendez-vous, ce serait une mauvaise porte pour entrer en relation. » Cependant, la jeune femme s'avançait toujours, comptant les maisons et les fenêtres. Ce n'était au reste chose ni longue ni difficile. Il n'y avait que 3 hôtels dans cette partie de la rue,
et 2 fenêtres ayant vue sur cette rue. L'une était celle d'un pavillon parallèle à celui qu'occupait Aramis, l'autre était celle d'Aramis lui-même. Pardieu, se dit d'Artagnan, auquel la nièce du théologien revenait à l'esprit. Pardieu, il serait drôle que cette colombe attardée cherchât la maison de notre ami. Mais sur mon âme, cela y ressemble fort. Ah, mon cher Aramis, pour cette fois, j'en veux avoir le cœur net. Et d'Artagnan, se faisant le plus mince qu'il put, s'abrita dans le côté le plus obscur de la rue, près d'un banc de pierre situé au fond d'une niche. La jeune femme continua de s'avancer, car outre la légèreté de son allure, qui l'avait trahie, elle venait de faire entendre une petite toux qui dénonçait une voix des plus fraîches. D'Artagnan pensa que cette toux était un signal. Cependant, soit qu'on eût répondu à cette toux par un signe équivalent, qui avait fixé les irrésolutions de la nocturne chercheuse, soit que sans secours étranger elle eût reconnu qu'elle était arrivée au bout de sa course, elle s'approcha résolument du volet d'Aramis et frappa à 3 intervalles égaux avec son doigt recourbé. « C'est bien chez Aramis, murmura d'Artagnan. Ah, monsieur l'hypocrite, je vous y prends à faire de la théologie. Les 3 coups étaient à présent à peine frappés que la croisée intérieure s'ouvrit et qu'une lumière parut à travers les vitres du volet. Ah ah, fit l'écouteur non pas aux portes, mais aux fenêtres. Ah, la visite était attendue. Allons, le volet va s'ouvrir et la dame entrera par l'escalade. Très bien. Mais au grand étonnement de d'Artagnan, le volet resta fermé. De plus, la lumière qui avait flamboyé un instant disparut et tout rentra dans l'obscurité. D'Artagnan pensa que cela ne pouvait durer ainsi, et continua de regarder de tous ses yeux et d'écouter de toutes ses oreilles. Il avait raison. Au bout de quelques secondes, 2 coups secs retentirent dans l'intérieur. La jeune femme de la rue répondit par un seul coup, et le volet s'entr'ouvrit. On juge si d'Artagnan regardait et écoutait avec avidité. Malheureusement, la lumière avait été transportée dans un autre appartement. Mais les yeux du jeune homme s'étaient habitués à la nuit. D'ailleurs, les yeux des Gascons ont, à ce qu'on assure, comme ceux des chats, la propriété de voir pendant la nuit. D'Artagnan vit donc que la jeune femme tirait de sa poche un objet blanc qu'elle déploya vivement et qui prit la forme d'un mouchoir. Cet objet déployé, elle en fit remarquer le coin à son interlocuteur. Cela rappela à d'Artagnan ce mouchoir qu'il avait trouvé au pied de madame Bonacieux, lequel lui avait rappelé celui qu'il avait trouvé au pied d'Aramis. Que diable pouvait donc signifier ce mouchoir? Placé où il était, d'Artagnan ne pouvait voir le visage d'Aramis, parce que le jeune homme ne faisait aucun doute que ce fût son ami, qui dialoguait de l'intérieur avec la dame de l'extérieur. La curiosité l'emporta donc sur la prudence, et profitant de la préoccupation dans laquelle la vue du mouchoir paraissait plonger les 2 personnages que nous avons mis en scène, il sortit de sa cachette, et prompt comme l'éclair, mais étouffant le bruit de ses pas, il alla se coller à un angle de la muraille, d'où son œil pouvait parfaitement plonger dans l'intérieur de l'appartement d'Aramis. Arrivé là, d'Artagnan pensa jeter un cri de surprise. Ce n'était pas Aramis qui causait avec la nocturne visiteuse, c'était une femme. Seulement, d'Artagnan y voyait assez pour reconnaître la forme de ses vêtements, mais pas assez pour distinguer ses traits. Au même instant, la femme de l'appartement tira un second mouchoir de sa poche et l'échangea avec celui qu'on venait de lui montrer. Puis, quelques mots furent prononcés entre les 2 femmes. Enfin, le volet se referma. La femme qui se trouvait à l'extérieur de la fenêtre se retourna et vint passer à 4 pas de d'Artagnan en abaissant la coiffe de sa mante. Mais la précaution avait été prise trop tard. D'Artagnan avait déjà reconnu madame Bonacieux. Madame Bonacieux. Le soupçon que c'était elle lui avait déjà traversé l'esprit quand elle avait tiré le mouchoir de sa poche. Mais quelle probabilité que madame Bonacieux, qui avait envoyé chercher monsieur de la Porte pour se faire reconduire par lui au Louvre,
courut les rues de Paris seul, à 11h30 du soir, au risque de se faire enlever une seconde fois. Il fallait donc que ce fût pour une affaire bien importante. Et quelle est l'affaire importante d'une femme de 25 ans? L'amour. Mais était-ce pour son compte ou pour le compte d'une autre personne qu'elle s'exposait à de semblables hasards? Voilà ce que se demandait à lui-même le jeune homme que le démon de la jalousie mordait déjà au cœur, ni plus ni moins qu'un amant en titre. Il y avait au reste un moyen bien simple de s'assurer où allait Madame Bonacieux. C'était de la suivre. Ce moyen était si simple que D'Artagnan l'employa tout naturellement et d'instinct. Mais, à la vue du jeune homme qui se détachait de la muraille comme d'une statue de sa niche, et au bruit des pas qu'elle entendit retentir derrière elle, Madame Bonacieux jeta un petit cri et s'enfuit. D'Artagnan courut après elle. Ce n'était pas une chose difficile pour lui que de rejoindre une femme embarrassée dans son manteau. Il la rejoignit donc au tiers de la rue dans laquelle elle s'était engagée. La malheureuse était épuisée, non pas de fatigue mais de terreur, et quand D'Artagnan lui posa la main sur l'épaule, elle tomba sur un genou en criant d'une voix étranglée. « Tuez-moi si vous voulez, vous ne saurez rien !» D'Artagnan la releva en lui passant le bras autour de la taille. Mais comme il sentait à son poids qu'elle était sur le point de se trouver mal, il s'empressa de la rassurer par des protestations de dévouement. Ces protestations n'étaient rien pour Madame Bonacieux, car de pareilles protestations peuvent se faire avec les plus mauvaises intentions du monde. Mais la voix était tout. La jeune femme crut reconnaître le son de cette voix, elle ouvrit les yeux, jeta un regard sur l'homme qui lui avait fait si grand peur, et reconnaissant D'Artagnan, elle poussa un cri de joie. « Oh, c'est vous, dit-elle. « Merci, mon Dieu. »« Oui, c'est moi, dit D'Artagnan, moi que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. »« Était-ce dans cette intention que vous me suiviez ?» demanda avec un sourire plein de coquetterie la jeune femme, dont le caractère un peu railleur reprenait le dessus, et chez laquelle toute crainte avait disparu du moment où elle avait reconnu un ami dans celui qu'elle avait pris pour un ennemi. « Non, dit D'Artagnan, non, je l'avoue, c'est le hasard qui m'a mis sur votre route. J'ai vu une femme frapper à la fenêtre d'un de mes amis. »« D'un de vos amis ?» interrompit Madame Bonacieux. « Sans doute, Aramis est de mes amis. »« Aramis ? Qu'est-ce que cela ? Allons donc, allez-vous me dire que vous ne connaissez pas Aramis ? C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. C'est donc la première fois que vous venez à cette maison. Sans doute. Et vous ne saviez pas qu'elle fût habitée par un jeune homme? Non. Par un mousquetaire? Nullement. Ce n'est donc pas lui que vous veniez chercher? Pas le moins du monde. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, la personne à qui j'ai parlé est une femme. C'est vrai. Mais cette femme est des amis d'Aramis? Je n'en sais rien. Puisqu'elle loge chez lui, cela ne me regarde pas. Mais qui est-elle? Oh, cela n'est point mon secret. Chère Madame Bonacieux, vous êtes charmante, mais en même temps vous êtes la femme la plus mystérieuse. Est-ce que je perds à cela? Non, vous êtes au contraire adorable. Alors donnez-moi le bras. Bien volontiers. Et maintenant? Maintenant, conduisez-moi. Où cela? Où je vais. Mais où allez-vous? Vous le verrez, puisque vous me laissez à la porte. Faudra-t-il vous attendre? Ce sera inutile. Vous reviendrez donc seul? Peut-être oui, peut-être non. Mais la personne qui vous accompagnera ensuite sera-t-elle un homme? Sera-t-elle une femme? Je n'en sais rien encore. Je le saurai bien, moi. Comment cela? Je vous attendrai pour vous voir sortir. En ce cas, adieu. Comment cela? Je n'ai pas besoin de vous. Mais vous aviez réclamé l'aide d'un gentilhomme et non la surveillance d'un espion. Le mot est un peu dur. Comment appelle-t-on ceux qui suivent les gens malgré eux? Des indiscrets. Le mot est trop doux. Allons, madame, je vois bien qu'il faut faire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes privé du mérite de le faire tout de suite? N'y en a-t-il donc aucun à se repentir? Et vous repentez-vous réellement? Je n'en sais rien moi-même. Mais ce que je sais, c'est que je vous promets de faire tout ce que vous voudrez si vous me laissez vous accompagner jusqu'où vous allez. Et vous me quitterez après? Oui. Sans m'épier à ma sortie? Non. Parole d'honneur? Foi de gentilhomme. Prenez mon bras et marchons alors. D'Artagnan offrit son bras à Madame Bonacieux, qui s'y suspendit, moitié rieuse, moitié tremblante,
et tous les deux gagnèrent le haut de la rue de la Harpe. Arrivée là, la jeune femme parut hésiter, comme elle avait déjà fait dans la rue de Vaugirard. Cependant, à de certains signes, elle sembla reconnaître une porte, et s'approchant de cette porte, « Et maintenant, monsieur, dit-elle, c'est ici que j'ai affaire. 1000 fois merci de votre honorable compagnie, qui m'a sauvé de tous les dangers auxquels seul j'eusse été exposé. Mais le moment est venu de tenir votre parole. Je suis arrivé à ma destination. Et vous n'aurez plus ni rien à craindre en revenant? Je n'aurai à craindre que les voleurs. N'est-ce donc rien? Que pourrait-il me prendre? Je n'ai pas un denier sur moi. Vous oubliez ce beau mouchoir brodé, armorié. Lequel? Celui que j'ai trouvé à vos pieds et que j'ai remis dans votre poche. Taisez-vous, taisez-vous, malheureux, s'écria la jeune femme. Voulez-vous me perdre? Vous voyez bien qu'il y a encore du danger pour vous, puisque un seul mot vous fait trembler, et que vous avouez que si on entendait ce mot, vous seriez perdu. Ah, tenez, madame, s'écria D'Artagnan en lui saisissant la main et en la couvrant d'un ardent regard. Tenez, soyez plus généreuse, confiez-vous à moi. N'avez-vous donc pas lu dans mes yeux qu'il n'y a que dévouement et sympathie dans mon cœur? Si fait, répondit madame Bonacieux. Aussi, demandez-moi mes secrets, je vous les dirai. Mais ceux des autres, c'est autre chose. C'est bon, dit D'Artagnan. Je les découvrirai. Puisque ces secrets peuvent avoir une influence sur votre vie, il faut que ces secrets deviennent les miens. Gardez-vous-en bien, s'écria la jeune femme avec un sérieux qui fit frissonner D'Artagnan malgré lui. Oh, ne vous mêlez en rien de ce qui me regarde. Ne cherchez point à m'aider dans ce que j'accomplis. Et cela, je vous le demande au nom de l'intérêt que je vous inspire, au nom du service que vous m'avez rendu, et que je n'oublierai jamais de ma vie. Croyez bien plutôt à ce que je vous dis. Ne vous occupez plus de moi. Je n'existe plus pour vous, que ce soit comme si vous ne m'aviez jamais vu. Aramis doit-il en faire autant que moi, madame? Dit D'Artagnan piqué. Voilà déjà 2 ou 3 fois que vous avez prononcé ce nom, monsieur, et cependant je vous ai dit que je ne le connaissais pas. Vous ne connaissez pas l'homme au volet duquel vous avez frappé. Allons donc, madame, vous me croyez par trop crédule aussi. Avouez que c'est pour me faire parler que vous inventez cette histoire et que vous créez ce personnage. Je n'invente rien, madame, je ne crée rien. Je dis l'exacte vérité. Et vous dites qu'un de vos amis demeure dans cette maison. Je le dis et je le répète pour la 3e fois. Cette maison est celle qu'habite mon ami, et cet ami est Aramis. Tout cela s'éclaircira plus tard, murmura la jeune femme. Maintenant, monsieur, taisez-vous. Si vous pouviez voir dans mon cœur tout à découvert, dit D'Artagnan, vous y verriez tant de curiosité que vous auriez pitié de moi, et tant d'amour que vous satisferiez à l'instant même ma curiosité. On n'a rien à craindre de ceux qui vous aiment. Vous parlez bien vite d'amour, monsieur, dit la jeune femme en secouant la tête. C'est que l'amour m'est venu vite, et pour la première fois, et que je n'ai pas 20 ans. La jeune femme le regarda à la dérobée. Écoutez, je suis déjà sur la trace, dit D'Artagnan. Il y a 3 mois, j'ai manqué à voir un duel avec Aramis pour un mouchoir pareil à celui que vous avez montré à cette femme, et qui était chez lui. Pour un mouchoir marqué de la même manière, j'en suis sûr. Monsieur, dit la jeune femme, vous me fatiguez fort, je vous le jure, avec toutes ces questions. Mais vous, si prudente, madame, songez-y, si vous étiez arrêtée avec ce mouchoir et que ce mouchoir fût saisi, ne seriez-vous pas compromise? Pourquoi cela? Les initiales ne sont-elles pas les miennes? C.B. Constance Bonacieux? Ou Camille de Bois-Tracy? Silence, monsieur! Encore une fois, silence! Ah, puisque les dangers que je cours pour moi-même ne vous arrêtent pas, songez à ceux que vous pouvez courir, vous. Moi? Oui, vous. Il y a danger de la prison, il y a danger de la vie à me connaître. Alors, je ne vous quitte plus. Monsieur, dit la jeune femme suppliant et joignant les mains, monsieur, au nom du ciel, au nom de l'honneur d'un militaire, au nom de la courtoisie d'un gentilhomme, éloignez-vous. Tenez, voilà minuit qui sonne. C'est l'heure où on m'attend. Madame, dit le jeune homme en s'inclinant, je ne sais rien refuser à qui me demande ainsi. Soyez contente, je m'éloigne. Mais vous ne m'épierez pas,
vous ne me suivrez pas. Je rentre chez moi à l'instant. Ah, je le savais bien, que vous étiez un brave jeune homme, s'écria madame Bonacieux en lui tendant la main et en posant l'autre sur le marteau d'une petite porte prise dans la muraille. D'Artagnan saisit la main qu'on lui tendait et la baisa ardemment. Ah, j'aimerais mieux ne vous avoir jamais vu, s'écria d'Artagnan avec cette brutalité naïve que les femmes préfèrent souvent aux affêteries de la politesse, parce qu'elles découvrent le fond de la pensée et qu'elles prouvent que le sentiment l'emporte sur la raison. Eh bien, reprit madame Bonacieux d'une voix presque caressante et en serrant la main de monsieur d'Artagnan, qui n'avait pas abandonné la sienne, eh bien, je n'en dirai pas autant que vous. Ce qui est perdu pour aujourd'hui n'est pas perdu pour l'avenir. Qui sait, lorsque je serai délié un jour, je ne satisferai pas votre curiosité. Et faites-vous la même promesse à mon amour, s'écria d'Artagnan au comble de la joie. Oh, de ce côté, je ne veux point m'engager. Cela dépendra des sentiments que vous saurez m'inspirer. Ainsi, aujourd'hui, madame, aujourd'hui, monsieur, je n'en suis encore qu'à la reconnaissance. Ah, vous êtes trop charmante, dit d'Artagnan avec tristesse, et vous abusez de mon amour. Non, juste de votre générosité, voilà tout. Mais croyez-le bien, avec certaines gens, tout se retrouve. Oh, vous me rendez le plus heureux des hommes. N'oubliez pas cette soirée, n'oubliez pas cette promesse. Soyez tranquille, en temps et en lieu, je me souviendrai de tout. Eh bien, partez donc, partez au nom du ciel. On m'attendait à minuit juste et je suis en retard. De 5 minutes, oui, mais dans certaines circonstances, 5 minutes sont 5 siècles. Quand on aime, eh bien, qui vous dit que je n'ai pas affaire à un amoureux? Cet homme qui vous attend? S'écria d'Artagnan. Un homme! Allons, voilà la discussion qui va recommencer, fit madame Bonacieux avec un demi-sourire qui n'était pas exempt d'une certaine teinte d'impatience. Non, non, je m'en vais, je pars. Je crois en vous. Je veux avoir tout le mérite de mon dévouement. Ce dévouement dût-il être une stupidité. Adieu, madame. Adieu. Et comme s'il ne se fût senti la force de se détacher de la main qu'il tenait que par une secousse, il s'éloigna tout courant, tandis que madame Bonacieux frappait, comme au volet, 3 coups lents et réguliers. Puis, arrivé à l'angle de la rue, il se retourna. La porte s'était ouverte et refermée. La jolie mercière avait disparu. D'Artagnan continua son chemin. Il avait donné sa parole de ne pas épier madame Bonacieux, et sa vie eût-elle dépendu de cet endroit où il allait se rendre, ou de la personne qui devait l'accompagner, d'Artagnan serait rentré chez lui, puisqu'il avait dit qu'il y resterait. 5 minutes après, il était dans la rue des Fossoyeurs. Pauvre Athos, se disait-il, il ne saura pas ce que cela veut dire. Il se sera endormi en m'attendant, ou il sera retourné chez lui, et en rentrant, il aura appris qu'une femme y était venue. Une femme chez Athos. Après tout, continua d'Artagnan, il y en avait bien une chez Aramis. Tout cela est fort étrange, et je serais bien curieux de savoir comment cela finira. Mal, monsieur, mal, répondit une voix que le jeune homme reconnut pour celle de Planchet, car tout en monologuant tout haut, à la manière des gens très préoccupés, il s'était engagé dans l'allée au fond de laquelle était l'escalier qui conduisait à sa chambre. « Comment mal? Que veux-tu dire, imbécile ?» demanda d'Artagnan. « Qu'est-il donc arrivé? Toutes sortes de malheurs. Lesquels? D'abord, M. Athos est arrêté. » « Arrêté? Athos? Arrêté? Pourquoi? »« On l'a trouvé chez vous. On l'a pris pour vous. »« Et par qui a-t-il été arrêté? »« Par la garde qu'on a été chercher, les hommes noirs que vous avez mis en fuite. »« Pourquoi ne s'est-il pas nommé? Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il était étranger à cette affaire? »« Il s'en est bien gardé, monsieur. Il s'est au contraire approché de moi et m'a dit « C'est ton maître qui a besoin de sa liberté en ce moment, et non pas moi, puisqu'il sait tout et que je ne sais rien. On le croira arrêté, et cela lui donnera du temps. Dans 3 jours, je dirai qui je suis, et il faudra bien qu'on me fasse sortir. » « Bravo, Athos, noble cœur, murmura d'Artagnan. Je le reconnais bien là. Et qu'ont fait les sbires? 4 l'ont emmené je ne sais où, à la Bastille, ou au Fort-l'Évêque. 2 sont restés avec les hommes noirs, qui ont fouillé partout, et qui ont pris tous les papiers. Enfin, les 2 derniers, pendant cette expédition, montaient la garde à la porte. Puis,
Quand tout a été fini, ils sont partis, laissant la maison vide et tout ouvert. Et Porthos et Aramis, je ne les avais pas trouvés. Ils ne sont pas venus. Mais ils peuvent bien venir d'un moment à l'autre, car tu leur as fait dire que je les attendais. Oui, monsieur. Eh bien, ne bouge pas d'ici. S'ils viennent, préviens-les de ce qui m'est arrivé, qu'ils m'attendent au cabaret de la Pomme de Pin. Ici, il y aura danger, la maison peut être espionnée. Je cours chez monsieur de Tréville pour lui annoncer tout cela et je les y rejoins. C'est bien, monsieur, dit Planchet. Mais tu resteras, tu n'auras pas peur, dit D'Artagnan en revenant sur ses pas pour recommander le courage à son laquais. Soyez tranquille, monsieur, dit Planchet. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis brave quand je m'y mets. Allez, c'est le tout de m'y mettre. D'ailleurs, je suis Picard. Alors, c'est convenu, dit D'Artagnan. Tu te fais tuer plutôt que de quitter ton poste. Oui, monsieur. Il n'y a rien que je ne fasse pour prouver à monsieur que je lui suis attaché. Bon, dit en lui-même D'Artagnan. Il paraît que la méthode que j'ai employée à l'égard de ce garçon est décidément la bonne. J'en userai dans l'occasion. Et de toute la vitesse de ses jambes, déjà quelque peu fatigué cependant par les courses de la journée, D'Artagnan se dirigea vers la rue du Colombier. Monsieur de Tréville n'était point à son hôtel. Sa compagnie était de garde au Louvre. Il était au Louvre avec sa compagnie. Il fallait arriver jusqu'à monsieur de Tréville. Il était important qu'il fût prévenu de ce qui se passait. D'Artagnan résolut d'essayer d'entrer au Louvre. Son costume de garde dans la compagnie de monsieur des Essarts lui devait être un passeport. Il descendit donc dans la rue des Petits-Augustins et remonta le quai pour prendre le Pont-Neuf. Il y avait eu un instant l'idée de passer le bac. Mais en arrivant au bord de l'eau, il avait machinalement introduit sa main dans sa poche et s'était aperçu qu'il n'avait pas de quoi payer le passeur. Comme il arrivait à la hauteur de la rue de Guénégaud, il vit déboucher de la rue Dauphine un groupe composé de 2 personnes et dont l'allure le frappa. Les 2 personnages qui composaient le groupe étaient l'un un homme, l'autre une femme. La femme avait la tournure de madame Bonacieux et l'homme ressemblait à s'y méprendre à Aramis. En outre, la femme avait cette mante noire que D'Artagnan voyait encore se dessiner sur le volet de la rue de Vaugirard et sur la porte de la rue de la Harpe. De plus, l'homme portait l'uniforme des mousquetaires. Le capuchon de la femme était rabattu. L'homme tenait son mouchoir sur son visage. Tous deux, cette double précaution l'indiquait, tous deux avaient donc intérêt à n'être point reconnus. Ils prirent le pont. C'était le chemin de D'Artagnan, puisque D'Artagnan se rendait au Louvre. D'Artagnan les suivit. D'Artagnan n'avait pas fait 20 pas qu'il fut convaincu que cette femme c'était madame Bonacieux, que cet homme c'était Aramis. Il sentit à l'instant même tous les soupçons de la jalousie qui s'agitaient dans son cœur. Il était doublement trahi, et par son amie, et par celle qu'il aimait déjà comme une maîtresse. Madame Bonacieux lui avait juré ses grands dieux qu'elle ne connaissait pas Aramis, et un quart d'heure après qu'elle lui avait fait ce serment, il la retrouvait au bras d'Aramis. D'Artagnan ne réfléchit pas seulement qu'il connaissait la jolie mercière depuis 3 heures seulement, qu'elle ne devait rien qu'un peu de reconnaissance pour l'avoir délivrée des hommes noirs qui voulaient l'enlever, et qu'elle ne lui avait rien promis. Il se regarda comme un amant outragé, trahi, bafoué. Le sang et la colère lui montèrent au visage. Il résolut de tout éclaircir. La jeune femme et le jeune homme s'étaient aperçus qu'ils étaient suivis. Et ils avaient doublé le pas. D'Artagnan prit sa course, les dépassa, puis revint sur eux au moment où ils se trouvaient devant la Samaritaine éclairée par un réverbère qui projetait sa lueur sur toute cette partie du pont. D'Artagnan s'arrêta devant eux et ils s'arrêtèrent devant lui. « Que voulez-vous, monsieur » demanda le mousquetaire en reculant d'un pas, et avec un accent étranger qui prouvait à D'Artagnan qu'il s'était trompé dans une partie de ses conjectures. « Ce n'est pas Aramis, s'écria-t-il. « Non, monsieur, ce n'est point Aramis. Et à votre exclamation, je vois que vous m'avez pris pour un autre. Et je vous pardonne. »« Vous me pardonnez » s'écria D'Artagnan. « Oui, » répondit l'inconnu. « Laissez-moi donc passer, puisque ce n'est pas à moi que vous avez affaire. »« Vous avez raison, monsieur, » dit D'Artagnan. « Ce n'est pas à vous que j'ai affaire, c'est à madame. »« À madame ? Vous ne la connaissez pas ?» dit l'étranger. « Vous vous trompez, monsieur. Je la connais. »« Ah !» fit madame Bonacieux d'un ton de reproche. « Ah, monsieur, j'avais votre parole de militaire et votre foi de gentilhomme. J'espérais pouvoir compter dessus. Et moi, madame, dit D'Artagnan embarrassé, vous m'aviez promis. »
Prenez mon bras, madame, dit l'étranger, et continuons notre chemin. Cependant, d'Artagnan, étourdi, atterré, anéanti par tout ce qui lui arrivait, restait debout et les bras croisés devant le mousquetaire et madame Bonacieux. Le mousquetaire fit 2 pas en avant et écarta d'Artagnan avec la main. D'Artagnan fit un bond en arrière et tira son épée. En même temps, et avec la rapidité de l'éclair, l'inconnu tira la sienne. « Au nom du ciel, milord !» s'écria madame Bonacieux en se jetant entre les combattants et prenant les épées à pleine main. « Milord !» s'écria d'Artagnan, illuminé d'une idée subite. « Milord ! Pardon, monsieur, mais est-ce que vous seriez... »« Milord duc de Buckingham !» dit madame Bonacieux à demi-voix. « Et maintenant, vous pouvez nous perdre tous !»« Milord, madame, pardon, 100 fois pardon, mais je l'aimais, milord, et j'étais jaloux. Vous savez ce que c'est que d'aimer, milord. Pardonnez-moi et dites-moi comment je puis me faire tuer pour votre grâce. » « Vous êtes un brave jeune homme, » dit Buckingham en tendant à d'Artagnan une main que celui-ci serra respectueusement. « Vous m'offrez vos services, je les accepte. Suivez-nous à 20 pas jusqu'au Louvre, et si quelqu'un nous épie, tuez-le. » D'Artagnan mit son épée nue sous son bras, laissa prendre à madame Bonacieux et au duc 20 pas d'avance et les suivit, prêt à exécuter à la lettre les instructions du noble et élégant ministre de Charles Ier. Mais heureusement, le jeune séide n'eut aucune occasion de donner au duc cette preuve de son dévouement, et la jeune femme et le beau mousquetaire rentrèrent au Louvre par le guichet de l'échelle sans avoir été inquiétés. Quant à d'Artagnan, il se rendit aussitôt au cabaret de la Pomme de Pin, où il trouva Porthos et Aramis qui l'attendaient. Mais sans leur donner d'autres explications sur le dérangement qu'il avait causé, il leur dit qu'il avait terminé seul l'affaire pour laquelle il avait cru un instant avoir besoin de leur intervention. Et maintenant, emportés que nous sommes par notre récit, laissons nos 3 amis rentrer chacun chez soi et suivons, dans les détours du Louvre, le duc de Buckingham et son guide. Chapitre 12. Georges Villiers, duc de Buckingham. Madame Bonacieux et le duc entrèrent au Louvre sans difficulté. Madame Bonacieux était connue pour appartenir à la reine. Le duc portait l'uniforme des mousquetaires de M. de Tréville, qui, comme nous l'avons dit, était de garde ce soir-là. D'ailleurs, Germain était dans les intérêts de la reine, et si quelque chose arrivait, Madame Bonacieux serait accusée d'avoir introduit son amant au Louvre, voilà tout. Elle prenait sur elle le crime. Sa réputation était perdue, il est vrai, mais de quelle valeur était dans le monde la réputation d'une petite mercière ? Une fois entrés dans l'intérieur de la cour, le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille pendant l'espace d'environ 25 pas. Cet espace parcouru, madame Bonacieux poussa une petite porte de service, ouverte le jour, mais ordinairement fermée la nuit. La porte céda. Tous deux entrèrent et se trouvèrent dans l'obscurité, mais madame Bonacieux connaissait tous les tours et les détours de cette partie du Louvre destinée aux gens de la suite. Elle referma les portes derrière elle, prit le duc par la main, fit quelques pas en tâtonnant, saisit une rampe, toucha du pied un degré et commença de monter un escalier. Le duc compta 2 étages. Alors, elle prit à droite, suivit un long corridor, redescendit un étage, fit quelques pas encore, introduisit une clé dans une serrure, ouvrit une porte et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit en disant « Restez ici, milord duc, on va venir. » Puis elle sortit par la même porte, qu'elle ferma à la clé, de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier. Cependant, tout isolé qu'il se trouvait, il faut le dire, le duc de Buckingham n'éprouva pas un instant de crainte. Un des côtés saillants de son caractère était la recherche de l'aventure et l'amour du romanesque. Brave, hardi, entreprenant, ce n'était pas la première fois qu'il risquait sa vie dans de pareilles tentatives. Il avait appris que ce prétendu message d'Anne d'Autriche, sur la foi duquel il était venu à Paris, était un piège. Et au lieu de regagner l'Angleterre, il avait, abusant de la position qu'on lui avait faite, déclaré à la reine qu'il ne partirait pas sans l'avoir vue. La reine avait positivement refusé d'abord. Puis, enfin, elle avait craint que le duc exaspéré
ne fit quelque folie. Déjà, elle était décidée à le recevoir et à le supplier de partir aussitôt, lorsque, le soir même de cette décision, Madame Bonacieux, qui était chargée d'aller chercher le duc et de le conduire au Louvre, fut enlevée. Pendant 2 jours, on ignora complètement ce qu'elle était devenue, et tout resta en suspens. Mais une fois libre, une fois remise en rapport avec Laporte, les choses avaient repris leur cours, et elle venait d'accomplir la périlleuse entreprise que, sans son arrestation, elle eût exécutée 3 jours plus tôt. Buckingham, resté seul, s'approcha d'une glace. Cet habit de mousquetaire lui allait à merveille. À 35 ans qu'il avait alors, il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de France et d'Angleterre. Favori de 2 rois, riche à millions, tout-puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmait à son caprice, Georges Villiers, duc de Buckingham, avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui restent dans le cours des siècles comme un étonnement pour la postérité. Aussi sûr de lui-même, convaincu de sa puissance, certain que les lois qui régissent les autres hommes ne pouvaient l'atteindre, allait-il droit au but qu'il s'était fixé. Ce but fut-il si élevé et si éblouissant que c'eût été folie pour un autre que de l'envisager seulement. C'est ainsi qu'il était arrivé à s'approcher plusieurs fois de la belle et fière Anne d'Autriche et à s'en faire aimer, à force d'éblouissement. Georges Villiers se plaça donc devant une glace, comme nous l'avons dit, rendit à sa belle chevelure blonde les ondulations que le poids de son chapeau lui avait fait perdre, retroussa sa moustache, et le cœur tout gonflé de joie, heureux et fier de toucher au moment qu'il avait si longtemps désiré, se nourrit à lui-même d'orgueil et d'espoir. En ce moment, une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit et une femme apparut. Buckingham vit cette apparition dans la glace. Il jeta un cri, c'était la reine. Anne d'Autriche avait alors 26 ou 27 ans, c'est-à-dire qu'elle se trouvait dans tout l'éclat de sa beauté. Sa démarche était celle d'une reine ou d'une déesse. Ses yeux, qui jetaient des reflets d'émeraude, étaient parfaitement beaux, et tout à la fois pleins de douceur et de majesté. Sa bouche était petite et vermeille, et quoique sa lèvre inférieure, comme celle des princes de la maison d'Autriche, avançât légèrement sur l'autre, elle était éminemment gracieuse dans le sourire, mais aussi profondément dédaigneuse dans le mépris. Sa peau était citée pour sa douceur et son velouté. Sa main et ses bras étaient d'une beauté surprenante, et tous les poètes du temps les chantaient comme incomparables. Enfin ses cheveux, qui de blonds qu'ils étaient dans sa jeunesse étaient devenus châtains, et qu'elle portait frisés, très clairs et avec beaucoup de poudre, encadraient admirablement son visage, auquel le censeur le plus rigide n'eût pu souhaiter qu'un peu moins de rouge, et le statuaire le plus exigeant qu'un peu plus de finesse dans le nez. Buckingham resta un instant ébloui. Jamais Anne d'Autriche ne lui était apparue aussi belle, au milieu des bals, des fêtes, des carrousels, qu'elle lui apparut en ce moment, vêtue d'une simple robe de satin blanc et accompagnée de Doña Estefania, la seule de ces femmes espagnoles qui n'eût pas été chassée par la jalousie du roi et par les persécutions de Richelieu. Anne d'Autriche fit 2 pas en avant. Buckingham se précipita à ses genoux, et avant que la reine eût pu l'en empêcher, il baisa le bas de sa robe. « Duc, vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. »« Oh oui, madame, oui. Votre Majesté, » s'écria le duc, « je sais que j'ai été un fou, un insensé de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait. Mais que voulez-vous, quand on aime, on croit facilement à l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas tout perdu à ce voyage, puisque je vous vois. »« Oui, » répondit Anne, « mais vous savez pourquoi et comment je vous vois, milord. Je vous vois par pitié pour vous-même. Je vous vois parce qu'insensible à toutes mes peines, vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où en restant vous courrez risque de la vie et me faites courir risque de mon honneur. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare,
les profondeurs de la mer, l'inimitié des royaumes, la sainteté des serments. Il est sacrilège de lutter contre tant de choses, milord. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Parlez, madame, parlez, reine, dit Buckingham. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Vous parlez de sacrilège, mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que Dieu avait formés l'un pour l'autre. Milord, s'écria la reine, vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. Mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimez point. Et vraiment, me dire de semblables paroles, ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude. Car dites-moi, où trouvez-vous un amour pareil au mien? Un amour qui ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre. Un amour qui se contente d'un ruban égaré, d'un regard perdu, d'une parole échappée. Il y a 3 ans, madame, que je vous ai vue pour la première fois, et depuis 3 ans, je vous aime ainsi. Voulez-vous que je vous dise comment vous étiez vêtue la première fois que je vous vis? Voulez-vous que je vous détaille chacun des ornements de votre toilette? Tenez, je vous vois encore. Vous étiez assise sur des carreaux, à la mode d'Espagne. Vous aviez une robe de satin vert avec des broderies d'or et d'argent. Des manches pendantes et renouées sur vos beaux bras, sur ces bras admirables, avec de gros diamants. Vous aviez une fraise fermée, un petit bonnet sur votre tête, de la couleur de votre robe. Et sur ce bonnet, une plume de héron. Oh, tenez, tenez, je ferme les yeux, et je vous vois tel que vous étiez alors. Je les rouvre, et je vous vois tel que vous êtes maintenant, c'est-à-dire 100 fois plus belle encore. Quelle folie! Murmura Anne d'Autriche, qui n'avait pas le courage d'en vouloir au duc d'avoir si bien conservé son portrait dans son cœur. Quelle folie de nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs. Et avec quoi voulez-vous donc que je vive? Je n'ai que des souvenirs, moi. C'est mon bonheur, mon trésor, mon espérance. Chaque fois que je vous vois, c'est un diamant de plus que je renferme dans l'écrin de mon cœur. Celle-ci est le 4e que vous laissez tomber et que je ramasse. Car en 3 ans, madame, je ne vous ai vu que 4 fois. Cette première que je viens de vous dire, la seconde chez madame de Chevreuse, la 3e dans les jardins d'Amiens. Duc, dit la reine en rougissant, ne parlez pas de cette soirée. Oh, parlons-en au contraire, madame, parlons-en. C'est la soirée heureuse et rayonnante de ma vie. Vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait? Comme l'air était doux et parfumé, comme le ciel était bleu et tout émaillé d'étoiles. Ah, cette fois, madame, j'avais pu être un instant seul avec vous. Cette fois, vous étiez prête à tout me dire. L'isolement de votre vie, les chagrins de votre cœur. Vous étiez appuyé à mon bras. Tenez, à celui-ci. Je sentais, en inclinant ma tête à votre côté, vos beaux cheveux effleurer mon visage, et chaque fois qu'il l'effleurait, je frissonnais de la tête aux pieds. Oh, reine, reine, oh, vous ne savez pas tout ce qu'il y a de félicité du ciel, de joie du paradis enfermé dans un moment pareil. Tenez, mes biens, ma fortune, ma gloire, tout ce qu'il me reste de jours à vivre pour un pareil instant et pour une semblable nuit. Car cette nuit-là, madame, cette nuit-là, vous m'aimiez, je vous le jure. Milord, il est possible, oui, que l'influence du lieu, que le charme de cette belle soirée, que la fascination de votre regard, que ces 1000 circonstances, enfin, qui se réunissent parfois pour perdre une femme, se soient groupées autour de moi dans cette fatale soirée. Mais vous l'avez vu, milord, la reine est venue au secours de la femme qui faiblissait. Au premier mot que vous avez osé dire, à la première hardiesse à laquelle j'ai eu à répondre, j'ai appelé. Oh oui, 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 cela est vrai. Et un autre amour que le mien aurait succombé à cette épreuve. Mais mon amour à moi en est sorti plus ardent, plus éternel. Vous avez cru me fuir en revenant à Paris. Vous avez cru que je n'oserais quitter le trésor sur lequel mon maître m'avait chargé de veiller. Ah, que m'importe à moi tous les trésors du monde et tous les rois de la terre. 8 jours après, j'étais de retour, madame. Cette fois, vous n'avez rien eu à me dire. J'avais risqué ma faveur, ma vie, pour vous voir une seconde. Je n'ai pas même touché votre main.
et vous m'avez pardonné en me voyant si soumis et si repentant. Oui, mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien. Vous le savez bien, milord, le roi, excité par monsieur le cardinal, a fait un éclat terrible. Madame de Vernet a été chassée, Putange exilée, Madame de Chevreuse est tombée en défaveur. Et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en France, le roi lui-même, souvenez-vous-en, milord, le roi lui-même s'y opposait. Oui, et la France va payer d'une guerre le refus de son roi. Je ne puis plus ne pas vous voir, madame. Eh bien, je veux chaque jour que vous entendiez parler de moi. Quel but pensez-vous qu'ait eu cette expédition de Ré et cette ligue avec les protestants de La Rochelle que je projette? Le plaisir de vous voir. Je n'ai pas l'espoir de pénétrer à main armée jusqu'à Paris, je le sais bien. Mais cette guerre pourra amener une paix. Cette paix nécessitera un négociateur. Ce négociateur, ce sera moi. On n'osera plus me refuser alors, et je reviendrai à Paris, et je vous reverrai, et je serai heureux un instant. Des milliers d'hommes, il est vrai, auront payé mon bonheur de leur vie. Mais que m'importera à moi, pourvu que je vous revoie? Tout cela est peut-être bien fou, peut-être insensé. Mais dites-moi, quelle femme a un amant plus amoureux? Quelle reine a un serviteur plus ardent? Milord, vous invoquez pour votre défense des choses qui vous accusent encore. Milord, toutes ces preuves d'amour que vous me voulez donner sont presque des crimes, parce que vous ne m'aimez pas, madame. Si vous m'aimiez, vous verriez tout cela autrement. Si vous m'aimiez, oh, mais si vous m'aimiez, ce serait trop de bonheur et je deviendrais fou. Ah, madame de Chevreuse, dont vous parliez tout à l'heure, madame de Chevreuse a été moins cruelle que vous. Hollande l'a aimée, et elle a répondu à son amour. Madame de Chevreuse n'est pas reine, murmura Anne d'Autriche, vaincue malgré elle par l'expression d'un amour si profond. Vous m'aimeriez donc si vous ne l'étiez pas, vous, madame, dites. Vous m'aimeriez donc. Je puis donc croire que c'est la dignité seule de votre rang qui vous fait cruelle pour moi. Je puis donc croire que si vous eussiez été madame de Chevreuse, le pauvre Buckingham aurait pu espérer. Merci de ces douces paroles. Oh, ma belle majesté, 100 fois merci. Ah, milord, vous avez mal entendu, mal interprété. Je n'ai pas voulu dire... Silence, silence, dit le duc. Si je suis heureux d'une erreur, n'ayez pas la cruauté de me l'enlever. Vous l'avez dit vous-même. On m'a attiré dans un piège. J'y laisserai ma vie peut-être. Car tenez, c'est étrange. Depuis quelque temps, j'ai des pressentiments que je vais mourir. Et le duc sourit d'un sourire triste et charmant à la fois. Oh, mon Dieu! S'écria Anne d'Autriche avec un accent d'effroi qui prouvait quel intérêt plus grand qu'elle ne le voulait dire, elle prenait au duc. Je ne vous dis point cela pour vous effrayer, madame, non. C'est même ridicule ce que je vous dis. Et croyez que je ne me préoccupe point de pareils rêves. Mais ce mot que vous venez de dire, cette espérance que vous m'avez presque donnée, aura tout payé, fût-ce même ma vie. Eh bien, dit Anne d'Autriche, moi aussi, duc, moi, j'ai des pressentiments. Moi aussi, j'ai des rêves. J'ai songé que je vous voyais couché sanglant, frappé d'une blessure. Au côté gauche, n'est-ce pas, avec un couteau, interrompit Buckingham. Oui, c'est cela, milord, c'est cela. Au côté gauche, avec un couteau. Qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve? Je ne l'ai confié qu'à Dieu, et encore dans mes prières. Je n'en veux pas davantage. Et vous m'aimez, madame, c'est bien. Je vous aime, moi? Oui, vous. Dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi, si vous ne m'aimiez pas? Aurions-nous les mêmes pressentiments, si nos deux existences ne se touchaient pas par le cœur? Vous m'aimez, ô reine, et vous me pleurez. Oh, mon Dieu, s'écria Anne d'Autriche, c'est plus que je n'en puis supporter. Tenez, duc, au nom du ciel, partez, retirez-vous. Je ne sais si je vous aime ou si je ne vous aime pas, mais ce que je sais, c'est que je ne serai point parjure. Prenez donc pitié de moi et partez. Oh, si vous êtes frappé en France, si vous mourrez en France, si je pouvais supporter que votre amour pour moi fût cause de votre mort, je ne me consolerai jamais. J'en deviendrai folle. Partez donc, partez, je vous en supplie. Oh, que vous êtes belle ainsi. Oh, que je vous aime, dit Buckingham. Partez, partez, je vous en supplie. Et revenez plus tard.
Revenez comme ambassadeur, revenez comme ministre, revenez entouré de gardes qui vous défendront, de serviteurs qui veilleront sur vous. Et alors je ne craindrai plus pour vos jours, et j'aurai du bonheur à vous revoir. Oh, est-ce bien vrai ce que vous me dites? Oui. Eh bien, un gage de votre indulgence, un objet qui vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve, quelque chose que vous ayez porté et que je puisse porter à mon tour, une bague, un collier, une chaîne. Et partirez-vous? Partirez-vous si je vous donne ce que vous me demandez? Oui. À l'instant même? Oui. Vous quitterez la France? Vous retournerez en Angleterre? Oui, je vous le jure. Attendez alors, attendez. Et Anne d'Autriche rentra dans son appartement et en sortit presque aussitôt, tenant à la main un petit coffret en bois de rose à son chiffre, tout incrusté d'or. « Tenez, milord duc, tenez, dit-elle, gardez cela en mémoire de moi. » Buckingham prit le coffret et tomba une seconde fois à genoux. « Vous m'avez promis de partir, dit la reine, et je tiens ma parole. Votre main, madame, et je pars. » Anne d'Autriche tendit sa main en fermant les yeux et en s'appuyant de l'autre sur Estefania, car elle sentait que les forces allaient lui manquer. Buckingham appuya avec passion ses lèvres sur cette belle main, puis se relevant. « Avant 6 mois, dit-il, si je ne suis pas mort, je vous aurai revue, madame. Dussé-je bouleverser le monde pour cela ?» Et fidèle à la promesse qu'il avait faite, il s'élança hors de l'appartement. Dans le corridor, il rencontra madame Bonacieux qui l'attendait et qui, avec les mêmes précautions et le même bonheur, le reconduisit hors du Louvre. Chapitre 13. Monsieur Bonacieux. Il y avait dans tout cela, comme on a pu le remarquer, un personnage dont, malgré sa position précaire, on n'avait paru s'inquiéter que fort médiocrement. Ce personnage était monsieur Bonacieux, respectable martyr des intrigues politiques amoureuses qui s'enchevêtraient si bien les unes aux autres, dans cette époque à la fois si chevaleresque et si galante. Heureusement, le lecteur se le rappelle ou ne se le rappelle pas, heureusement que nous avons promis de ne pas le perdre de vue. Les estafiers qui l'avaient arrêté le conduisirent droit à la Bastille, où on le fit passer tout tremblant devant un peloton de soldats qui chargeaient leurs mousquets. De là, introduit dans une galerie demi-souterraine, il fut, de la part de ceux qui l'avaient amené, l'objet des plus grossières injures et des plus farouches traitements. Les sbires voyaient qu'il n'avait pas affaire à un gentilhomme, et ils le traitaient en véritable croquant. Au bout d'une demi-heure à peu près, un greffier vint mettre fin à ses tortures, mais non pas à ses inquiétudes, en donnant l'ordre de conduite à M. Bonacieux dans la chambre des interrogatoires. Ordinairement, on interrogeait les prisonniers chez eux, mais avec M. Bonacieux, on ne faisait pas tant de façons. 2 gardes s'emparèrent du mercier, lui firent traverser une cour, le firent entrer dans un corridor où il y avait 3 sentinelles, ouvrirent une porte et le poussèrent dans une chambre basse, où il n'y avait pour tout meuble qu'une table, une chaise et un commissaire. Le commissaire était assis sur la chaise et occupé à écrire sur la table. Les 2 gardes conduisirent le prisonnier devant la table et, sur un signe du commissaire, s'éloignèrent hors de la portée de la voix. Le commissaire, qui jusque-là avait tenu sa tête baissée sur ses papiers, la releva pour voir à qui il avait affaire. Ce commissaire était un homme à la mine rébarbative, au nez pointu, aux pommettes jaunes et saillantes, aux petits yeux, mais investigateur et vif, à la physionomie tenant à la fois de la fouine et du renard. Sa tête, supportée par un cou long et mobile, sortait de sa large robe noire en se balançant avec un mouvement à peu près pareil à celui de la tortue tirant sa tête hors de sa carapace. Il commença par demander à M. Bonacieux ses noms et prénoms, son âge, son état et son domicile. L'accusé répondit qu'il s'appelait Jacques-Michel Bonacieux, qu'il était âgé de 51 ans, mercier retiré, et qu'il demeurait rue des Fossoyeurs, numéro 11. Le commissaire alors, au lieu de continuer à l'interroger, lui fit un grand discours
sur le danger qu'il y a pour un bourgeois obscur à se mêler des choses publiques. Il compliqua cet exorde d'une exposition dans laquelle il raconta la puissance et les actes de Monsieur le cardinal, ce ministre incomparable, ce vainqueur des ministres passés, cet exemple de ministre à venir, actes et puissance que nul ne contrecarrait impunément. Après cette deuxième partie de son discours, fixant son regard d'épervier sur le pauvre Bonacieux, il l'invita à réfléchir à la gravité de sa situation. Les réflexions du Mercier étaient toutes faites. Il donnait au diable l'instant où Monsieur de la Porte avait eu l'idée de le marier avec sa filleule, et l'instant surtout où cette filleule avait été reçue dame de la lingerie de chez la reine. Le fond du caractère de maître Bonacieux était un profond égoïsme mêlé à une avarice sordide, le tout assaisonné d'une poltronnerie extrême. L'amour que lui avait inspiré sa jeune femme, étant un sentiment tout secondaire, ne pouvait lutter avec les sentiments primitifs que nous venons d'énumérer. Bonacieux réfléchit, en effet, sur ce qu'on venait de lui dire. « Mais, monsieur le commissaire, dit-il timidement, croyez bien que je connais et que j'apprécie plus que personne le mérite de l'incomparable éminence par laquelle nous avons l'honneur d'être gouvernés. »« Vraiment » demanda le commissaire d'un air de doute. « Mais s'il en était véritablement ainsi, comment seriez-vous à la Bastille ?»« Comment j'y suis, ou plutôt, pourquoi j'y suis ?» répliqua M. Bonacieux. « Voilà ce qui m'est parfaitement impossible de vous dire, vu que je l'ignore moi-même. Mais à coup sûr, ce n'est pas pour avoir désobligé sciemment du moins monsieur le cardinal. » « Il faut cependant que vous ayez commis un crime, puisque vous êtes ici accusé de haute trahison. »« De haute trahison !» s'écria Bonacieux, épouvanté. « De haute trahison ! Et comment voulez-vous qu'un pauvre Mercier qui déteste les Huguenots et qui abhorre les Espagnols soit accusé de haute trahison? Réfléchissez, monsieur. La chose est matériellement impossible. »« Monsieur Bonacieux !» dit le commissaire en regardant l'accusé, comme si ses petits yeux avaient la faculté de lire jusqu'au plus profond des cœurs. « Monsieur Bonacieux, vous avez une femme ?»« Oui, monsieur, » répondit le Mercier tout tremblant, sentant que c'était là où les affaires allaient s'embrouiller. « C'est-à-dire, j'en avais une. »« Comment ? Vous en aviez une ? Qu'en avez-vous fait, si vous ne l'avez plus ? » ?»« On me l'a enlevée, monsieur. »« On vous l'a enlevée, dit le commissaire. Ah !» Bonacieux sentit à ce « ah » que l'affaire s'embrouillait de plus en plus. « On vous l'a enlevée, reprit le commissaire. Et savez-vous quel est l'homme qui a commis ce rapt ? » ?»« Je crois le connaître. »« Quel est-il ? » ?»« Songez que je n'affirme rien, monsieur le commissaire, et que je soupçonne seulement. »« Qui soupçonnez-vous ? Voyons, répondez franchement. » Monsieur Bonacieux était dans la plus grande perplexité. Devait-il tout nier ou tout dire ? En niant tout, on pouvait croire qu'il en savait trop long pour avouer. En disant tout, il faisait preuve de bonne volonté. Il se décida donc à tout dire. « Je soupçonne, dit-il, un grand brun de haute mine, lequel a tout à fait l'air d'un grand seigneur. Il nous a suivis plusieurs fois, à ce qu'il m'a semblé, quand j'attendais ma femme devant le guichet du Louvre pour la ramener chez moi. » Le commissaire parut éprouver quelque inquiétude. « Et son nom ? » dit-il. « Oh, quant à son nom, je n'en sais rien. Mais si je le rencontre jamais, je le reconnaîtrai à l'instant même. Je vous en réponds. Fût-il entre 1000 personnes. » Le front du commissaire se rembrunit. « Vous le reconnaîtriez entre 1000, dites-vous ? » continua-t-il. « C'est-à-dire, reprit Bonacieux, qui vit qu'il avait fait fausse route. C'est-à-dire... » « Vous avez répondu que vous le reconnaîtriez, dit le commissaire. C'est bien, en voici assez pour aujourd'hui. Il faut, avant que nous allions plus loin, que quelqu'un soit prévenu que vous connaissez le ravisseur de votre femme. »« Mais je ne vous ai pas dit que je le connaissais !» s'écria Bonacieux au désespoir. « Je vous ai dit au contraire, emmenez le prisonnier, dit le commissaire aux deux gardes. »« Et où faut-il le conduire ?» demanda le greffier. « Dans un cachot. »« Dans lequel ? » ?»« Oh, mon Dieu, dans le premier venu, pourvu qu'il ferme bien, » répondit le commissaire avec une indifférence qui pénétra d'horreur le pauvre monsieur Bonacieux.
Hélas, hélas, se dit-il, le malheur est sur ma tête. Ma femme aura commis quelque crime effroyable. On me croit son complice, et on me punira avec elle. Elle en aura parlé, elle aura avoué qu'elle m'avait tout dit. Une femme, c'est si faible. Un cachot, le premier venu, c'est cela. Une nuit est bientôt passée. Et demain, à la roue, à la potence. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Sans écouter le moins du monde les lamentations de maître Bonacieux, lamentations auxquelles d'ailleurs il devait être habitué, les deux gardes prirent le prisonnier par un bras et l'emmenèrent, tandis que le commissaire écrivit en hâte une lettre que son greffier attendait. Bonacieux ne ferma pas l'œil. Non pas que son cachot fût par trop désagréable, mais parce que ses inquiétudes étaient trop grandes. Il resta toute la nuit sur son escabeau, tressaillant au moindre bruit. Et quand les premiers rayons du jour se glissèrent dans la chambre, l'aurore lui parut avoir pris des teintes funèbres. Tout à coup, il entendit tirer les verrous et fit un soubresaut terrible. Il croyait qu'on venait le chercher pour le conduire à l'échafaud. Aussi, lorsqu'il vit purement et simplement paraître, au lieu de l'exécuteur qu'il attendait, son commissaire et son greffier de la veille, il fut tout près de leur sauter au cou. « Votre affaire, c'est fort compliqué depuis hier soir, mon pauvre brave homme, » lui dit le commissaire, « et je vous conseille de dire toute la vérité, car votre repentir peut seul conjurer la colère du cardinal. »« Mais je suis prêt à tout dire, » s'écria Bonacieux, « du moins tout ce que je sais. Interrogez, je vous prie. »« Où est votre femme, d'abord ?»« Mais puisque je vous dis qu'on me l'a enlevée. »« Oui, mais depuis hier, 5 heures de l'après-midi, grâce à vous, elle s'est échappée. »« Ma femme s'est échappée ?» s'écria Bonacieux. « Oh, la malheureuse ! Monsieur, si elle s'est échappée, ce n'est pas ma faute, je vous le jure. » « Qu'alliez-vous donc alors faire chez monsieur d'Artagnan, votre voisin, avec lequel vous avez eu une longue conférence dans la journée ? » ?»« Ah, oui, monsieur le commissaire, oui, c'est cela est vrai. Et j'avoue que j'ai eu tort. J'ai été chez monsieur d'Artagnan. » »« Quel était le but de cette visite ? » ?»« De le prier de m'aider à retrouver ma femme. Je croyais que j'avais droit de la réclamer. Je me trompais à ce qu'il paraît, et je vous en demande bien pardon. » »« Et qu'a répondu monsieur d'Artagnan ? » ?»« Monsieur d'Artagnan m'a promis son aide, mais je me suis bientôt aperçu qu'il me trahissait. »« Vous en imposez à la justice. Monsieur d'Artagnan a fait un pacte avec vous. Et en vertu de ce pacte, il a mis en fuite les hommes de police qui avaient arrêté votre femme et l'a soustraite à toutes les recherches. »« Monsieur d'Artagnan a enlevé ma femme ? Ah ça ! Mais que dites-vous là ? » ?»« Heureusement, monsieur d'Artagnan est entre nos mains, et vous allez lui être confronté. »« Ah, ma foi, je ne demande pas mieux, » s'écria Bonacieux. « Je ne serais pas fâché de voir une figure de connaissance. »« Faites entrer monsieur d'Artagnan, » dit le commissaire aux deux gardes. Les deux gardes firent entrer Athos. « Monsieur d'Artagnan, » dit le commissaire en s'adressant à Athos, « déclarez ce qui s'est passé entre vous et monsieur. »« Mais, » s'écria Bonacieux, « ce n'est pas monsieur d'Artagnan que vous me montrez là. »« Comment, ce n'est pas monsieur d'Artagnan ? » s'écria le commissaire. « Pas le moins du monde, » répondit Bonacieux. « Comment se nomme monsieur ? demanda le commissaire. « Je ne puis vous le dire, je ne le connais pas. »« Comment, vous ne le connaissez pas ? » ?»« Non. »« Vous ne l'avez jamais vu ? » ?»« Si fait, mais je ne sais pas comment il s'appelle. »« Votre nom ? » demanda le commissaire. « Athos, » répondit le mousquetaire. « Mais ce n'est pas un nom d'homme, ça ! C'est un nom de montagne !» s'écria le pauvre interrogateur qui commençait à en perdre la tête. « C'est mon nom, » dit tranquillement Athos. « Mais vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan. »« Moi. »« Oui, vous. C'est-à-dire que c'est à moi qu'on a dit « vous êtes monsieur d'Artagnan ». J'ai répondu « vous croyez ?» Mes gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs. Je n'ai pas voulu les contrarier. D'ailleurs, je pouvais me tromper. « Monsieur, vous insultez à la majesté de la justice. »« Aucunement, » fit tranquillement Athos. « Vous êtes monsieur d'Artagnan. »« Vous voyez bien que vous me le dites encore. »« Mais, » s'écria à son tour monsieur Bonacieux, « je vous dis, monsieur le commissaire, qu'il n'y a pas un instant de doute à avoir. Monsieur d'Artagnan est mon hôte, et par conséquent,
quoiqu'il ne me paye pas mes loyers. Et justement, même à cause de ça, je dois le connaître. Monsieur d'Artagnan est un jeune homme de 19 à 20 ans à peine. Et monsieur en a au moins 30. Monsieur d'Artagnan est dans les gardes de monsieur des Essarts. Et monsieur est dans la compagnie des mousquetaires de monsieur de Tréville. Regardez l'uniforme. Monsieur le commissaire, regardez l'uniforme. C'est vrai, murmura le commissaire. C'est pardieu vrai. En ce moment, la porte s'ouvrit vivement, et un messager, introduit par un guichetier de la Bastille, remit une lettre au commissaire. « Oh, la malheureuse !» s'écria le commissaire. « Comment? Que dites-vous? De qui parlez-vous? Ce n'est pas de ma femme, j'espère. » « Au contraire, c'est elle. Votre affaire est bonne. Allez. »« Ah ça !» s'écria le mercier exaspéré. « Faites-moi le plaisir de me dire, monsieur, comment mon affaire à moi peut s'empirer de ce qui fait ma femme pendant que je suis en prison? » « Parce que ce qu'elle fait est la suite d'un plan arrêté entre vous. Plan infernal. Je vous jure, monsieur le commissaire, que vous êtes dans la plus profonde erreur, que je ne sais rien au monde de ce que devait faire ma femme, que je suis entièrement étranger à ce qu'elle a fait, et que si elle a fait des sottises, je la renie, je la démens, je la maudis. »« Ah ça !» dit Athos au commissaire. « Si vous n'avez plus besoin de moi ici, renvoyez-moi quelque part. Il est très ennuyeux, votre monsieur Bonacieux. »« Reconduisez les prisonniers dans leur cachot, » dit le commissaire en désignant d'un même geste Athos et Bonacieux, « et qu'ils soient gardés plus sévèrement que jamais. Cependant, dit Athos avec son calme habituel, si c'est à monsieur d'Artagnan que vous avez affaire, je ne vois pas trop en quoi je puis le remplacer. »« Faites ce que je dis !» s'écria le commissaire, « et le secret le plus absolu, vous entendez ?» Athos suivit ses gardes en levant les épaules, et M. Bonacieux en poussant des lamentations en fendre le cœur d'un tigre. On ramena le mercier dans le même cachot où il avait passé la nuit, et l'on l'y laissa toute la journée. Toute la journée, Bonacieux pleura comme un véritable mercier, n'étant pas du tout homme d'épée, il nous l'a dit lui-même. Le soir, vers les 9 heures, au moment où il allait se décider à se mettre au lit, il entendit des pas dans son corridor. Ces pas se rapprochèrent de son cachot. Sa porte s'ouvrit. Des gardes parurent. « Suivez-moi » dit un exempt qui venait à la suite des gardes. « Vous suivre » s'écria Bonacieux. « Vous suivre à cette heure? Et où cela, mon Dieu ?»« Où nous avons l'ordre de vous conduire. »« Mais ce n'est pas une réponse, cela. »« C'est cependant la seule que nous puissions vous faire. »« Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» murmura le pauvre mercier. « Pour cette fois, je suis perdu !» Et il suivit machinalement et sans résistance les gardes qui venaient le quérir. Il prit le même corridor qu'il avait déjà pris, traversa une première cour, puis une seconde cour, un corps de logis. Enfin, à la porte de la cour d'entrée, il trouva une voiture entourée de 4 gardes à cheval. On le fit monter dans cette voiture, l'exempt se plaça près de lui, on ferma la portière à clé, et tous deux se trouvèrent dans une prison roulante. La voiture se mit en mouvement, lente comme un char funèbre. À travers la grille cadenassée, le prisonnier apercevait les maisons et le pavé. Voilà tout. Mais en véritable Parisien qu'il était, Bonacieux reconnaissait chaque rue aux bornes, aux enseignes, aux réverbères. Au moment d'arriver à Saint-Paul, lieu où l'on exécutait les condamnés de la Bastille, il faillit s'évanouir et se signa 2 fois. Il avait cru que la voiture devait s'arrêter là. La voiture passa cependant. Plus loin, une grande terreur le prit encore. Ce fut en côtoyant le cimetière Saint-Jean où on enterrait les criminels d'État. Une seule chose le rassura un peu, c'est qu'avant de les enterrer, on leur coupait généralement la tête, et que sa tête à lui était encore sur ses épaules. Mais lorsqu'il vit que la voiture prenait la route de la Grève, qu'il aperçut les toits aigus de l'hôtel de ville, que la voiture s'engagea sous l'arcade, il crut que tout était fini pour lui. Voulut se confesser à l'exempt, et sur son refus poussa des cris si pitoyables que l'exempt annonça que s'il continuait à l'assourdir ainsi, il lui mettrait un bâillon. Cette menace rassura quelque peu Bonacieux. Si l'on eût dû l'exécuter en grève, ce n'était pas la peine de le bâillonner, puisqu'on était presque arrivé au lieu de l'exécution. En effet, la voiture traversa la place fatale sans s'arrêter. Il ne restait plus à craindre
que la croix du Trahoir. La voiture en prit justement le chemin. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était à la croix du Trahoir qu'on exécutait les criminels subalternes. Bonacieux s'était flatté en se croyant digne de Saint-Paul ou de la place de Grève. C'était à la croix du Trahoir qu'allait finir son voyage et sa destinée. Il ne pouvait voir encore cette malheureuse croix, mais il la sentait en quelque sorte venir au-devant de lui. Lorsqu'il n'en fut plus qu'à une vingtaine de pas, il entendit une rumeur, et la voiture s'arrêta. C'était plus que n'en pouvait supporter le pauvre Bonacieux, déjà écrasé par les émotions successives qu'il avait éprouvées. Il poussa un faible gémissement, qu'on eût pu prendre pour le dernier soupir d'un moribond, et il s'évanouit. Chapitre 14. L'homme de Meung. Ce rassemblement était produit non point par l'attente d'un homme qu'on devait pendre, mais par la contemplation d'un pendu. La voiture arrêtée un instant reprit donc sa marche, traversa la foule, continua son chemin, enfila la rue Saint-Honoré, tourna la rue des Bons-Enfants et s'arrêta devant une porte basse. La porte s'ouvrit. 2 gardes reçurent dans leurs bras Bonacieux, soutenu par l'exempt. On le poussa dans une allée, on lui fit monter un escalier et on le déposa dans une antichambre. Tous ces mouvements s'étaient opérés pour lui d'une façon machinale. Il avait marché comme on marche en rêve, il avait entrevu les objets à travers un brouillard, ses oreilles avaient perçu des sons sans les comprendre. On eût pu l'exécuter dans ce moment qu'il n'eût pas fait un geste pour entreprendre sa défense, qu'il n'eût pas poussé un cri pour implorer la pitié. Il resta donc ainsi sur la banquette, le dos appuyé au mur et les bras pendants, à l'endroit même où les gardes l'avaient déposé. Cependant, comme en regardant autour de lui, il ne voyait aucun objet menaçant, comme rien n'indiquait qu'il courût un danger réel, comme la banquette était convenablement rembourrée, comme la muraille était recouverte d'un beau cuir de Cordoue, comme de grands rideaux de damas rouges flottaient devant la fenêtre, retenus par des embrasses d'or, il comprit peu à peu que sa frayeur était exagérée, et il commença de remuer la tête à droite et à gauche et de bas en haut. À ce mouvement, auquel personne ne s'opposa, il reprit un peu de courage et se risqua à ramener une jambe, puis l'autre. Enfin, en s'aidant de ses 2 mains, il se souleva sur sa banquette et se trouva sur ses pieds. En ce moment, un officier de bonne mine ouvrit une portière, continua d'échanger encore quelques paroles avec une personne qui se trouvait dans la pièce voisine, et se retournant vers le prisonnier, « C'est vous qui vous nommez Bonacieux ?» dit-il. « Oui, monsieur l'officier, » balbutia le mercier, plus mort que vif. « Pour vous servir. »« Entrez, » dit l'officier. Et il s'effaça pour que le mercier pût passer. Celui-ci obéit sans réplique, et entra dans la chambre où il paraissait être attendu. C'était un grand cabinet aux murailles garnies d'armes offensives et défensives, clos et étouffé, et dans lequel il y avait déjà du feu. Quoique l'on fût à peine à la fin du mois de septembre. Une table carrée couverte de livres et de papiers sur lesquels était déroulé un plan immense de la ville de La Rochelle, tenait le milieu de l'appartement. Debout devant la cheminée était un homme de moyenne taille, à la mine haute et fière, aux yeux perçants, au front large, à la figure amaigrie qu'allongeait encore une royale surmontée d'une paire de moustaches. Quoique cet homme eût 36 à 37 ans à peine, cheveux, moustaches et royale s'en allaient grisonnants. Cet homme, moins l'épée, avait toute la mine d'un homme de guerre, et ses bottes de buffle, encore légèrement couvertes de poussière, indiquaient qu'il avait monté à cheval dans la journée. Cet homme, c'était Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu. Non point tel qu'on nous le représente, cassé comme un vieillard, souffrant comme un martyr, le corps brisé, la voix éteinte, enterré dans un grand fauteuil comme dans une tombe anticipée, ne vivant plus que par la force de son génie et ne soutenant plus la lutte avec l'Europe que par l'éternelle application de sa pensée. Mais tel qu'il était réellement à cette époque, c'est-à-dire adroit et galant cavalier, faible de corps déjà, mais soutenu par cette puissance morale qui a fait de lui un des hommes les plus extraordinaires qui ait jamais existé. Se préparant enfin, après avoir soutenu
le duc de Nevers dans son duché de Mantoue, après avoir pris Nîmes, Castres et Uzès, à chasser les Anglais de l'île de Ré et à faire le siège de La Rochelle. À la première vue, donc, rien ne dénotait le cardinal, et il était impossible à ceux-là qui ne connaissaient point son visage de deviner devant qui il se trouvait. Le pauvre Mercier demeura debout à la porte, tandis que les yeux du personnage que nous venons de décrire se fixaient sur lui et semblaient vouloir pénétrer jusqu'au fond du passé. « C'est là ce Bonacieux ?» demanda-t-il après un moment de silence. « Oui, monsieur. »« C'est bien. Donnez-moi ces papiers et laissez-nous. » L'officier prit sur la table les papiers désignés, les remit à celui qui les demandait, s'inclina jusqu'à terre et sortit. Bonacieux reconnut dans ces papiers ses interrogatoires de la Bastille. De temps en temps, l'homme de la cheminée levait les yeux de dessus les écritures et les plongeait comme 2 poignards jusqu'au fond du cœur du pauvre Mercier. Au bout de 10 minutes de lecture et 10 secondes d'examen, le cardinal était fixé. « Cette tête-là n'a jamais conspiré, murmura-t-il. Mais n'importe. Voyons toujours. Vous êtes accusé de haute trahison, dit lentement le cardinal. C'est ce qu'on m'a déjà appris, monseigneur, s'écria Bonacieux, donnant à son interrogateur le titre qu'il avait entendu par l'officier lui donner. Mais je vous jure que je n'en savais rien. Le cardinal réprima un sourire. Vous avez conspiré avec votre femme, avec Madame de Chevreuse et avec Milord, duc de Buckingham. En effet, monseigneur, répondit le Mercier, je l'ai entendu prononcer. Tous ces noms-là. Et à quelle occasion? Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre, et pour perdre la reine avec lui. Elle disait cela, s'écria le cardinal avec violence. Oui, monseigneur, mais moi je lui ai dit qu'elle avait tort de tenir de pareils propos, et que son éminence était incapable. Taisez-vous, vous êtes un imbécile, reprit le cardinal. C'est justement ce que ma femme m'a répondu, monseigneur. Savez-vous qui a enlevé votre femme? Non, monseigneur. Vous avez 12 soupçons, cependant. Oui, monseigneur. Mais ces soupçons ont paru contrarier monsieur le commissaire, et je ne les ai plus. Votre femme s'est échappée. Le saviez-vous? Non, monseigneur. Je l'ai appris depuis que je suis en prison, et toujours par l'entremise de monsieur le commissaire, un homme bien aimable. Le cardinal réprima un second sourire. Alors, vous ignorez ce que votre femme est devenue depuis sa fuite? Absolument, monseigneur. Mais elle a dû rentrer au Louvre. À 1h du matin, elle n'y était pas rentrée encore. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-elle devenue alors? On le saura. Soyez tranquille. On ne cache rien au cardinal. Le cardinal sait tout. En ce cas, monseigneur, est-ce que vous croyez que le cardinal consentira à me dire ce qu'est devenue ma femme? Peut-être. Mais il faut d'abord que vous avouiez tout ce que vous savez relativement aux relations de votre femme avec Madame de Chevreuse. Mais, monseigneur, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue. Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous? Presque jamais. Elle avait affaire à des marchands de toile, chez lesquels je la conduisais. Et combien y en avait-il de marchands de toile? 2, monseigneur. Où demeure-t-il? Un, rue de Vaugirard, l'autre, rue de la Harpe. Entriez-vous chez eux avec elle? Jamais, monseigneur. Je l'attendais à la porte. Et quel prétexte vous donnait-elle pour entrer ainsi toute seule? Elle ne m'en donnait pas. Elle me disait d'attendre, et j'attendais. Vous êtes un mari complaisant, mon cher monsieur Bonacieux, dit le cardinal. Il m'appelle son cher monsieur, dit en lui-même le Mercier. Peste! Les affaires vont bien. Reconnaîtriez-vous ces portes? Oui. Savez-vous les numéros? Oui.
Quels sont-ils? Numéro 25 dans la rue de Vaugirard. Numéro 75 dans la rue de la Harpe. C'est bien, Dit le cardinal. À ces mots, il prit une sonnette d'argent et sonna. L'officier rentra. allez, dit-il à demi-voix, me chercher Rochefort, et qu'il vienne à l'instant même s'il est rentré. Le comte est là, dit l'officier. Il demande instamment à parler à votre éminence. À votre éminence, Murmura Bonacieux qui savait que tel était le titre qu'on donnait d'ordinaire à monsieur le cardinal. à votre éminence. Qu'il vienne alors, qu'il vienne, dit vivement Richelieu. L'officier s'élança hors de l'appartement avec cette rapidité que mettaient d'ordinaire tous les serviteurs du cardinal à lui obéir. à votre éminence, murmura Bonacieux en roulant des yeux égarés. 5 secondes ne s'étaient pas écoulées depuis la disparition de l'officier que la porte s'ouvrit et qu'un nouveau personnage entra. « C'est lui !» s'écria Bonacieux. « Qui, lui ?» demanda le cardinal. « Celui qui a enlevé ma femme !» Le cardinal sonna une seconde fois. L'officier reparut. « Remettez cet homme aux mains de ses gardes, et qu'il attende que je le rappelle devant moi. »« Non, monseigneur, non, ce n'est pas lui !» s'écria Bonacieux. « Non, je m'étais trompé, c'est un autre qui ne lui ressemble pas du tout. Monsieur est un honnête homme. »« Emmenez cet imbécile !» dit le cardinal. L'officier prit Bonacieux sous le bras et le reconduisit dans l'antichambre où il trouva ses 2 gardes. Le nouveau personnage qu'on venait d'introduire suivit des yeux avec impatience Bonacieux jusqu'à ce qu'il fût sorti, et dès que la porte se fut refermée sur lui. « Ils se sont vus, dit-il en s'approchant vivement du cardinal. »« Qui ?» demanda son éminence. « Elle et le duc. »« La reine et le duc !» s'écria Richelieu. « Oui. »« Et où cela ?»« Au Louvre. »« Vous en êtes sûr ?»« Parfaitement sûr. »« Qui vous l'a dit ?»« Madame de Lannoy, qui est tout à votre éminence, comme vous le savez. » Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt ? Soit par hasard, soit défiance. La reine a fait coucher Madame de Surgy dans sa chambre et l'a gardée toute la journée. C'est bien, nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur. Soyez tranquille. Comment cela s'est-il passé ? À 00h30. La reine était avec ses femmes. Où cela ? Dans sa chambre à coucher. Bien. Lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Après ? Aussitôt, la reine a manifesté une grande émotion. Et malgré le rouge dont elle avait le visage couvert, elle a pâli. Après. Cependant, elle s'est levée, et d'une voix altérée, « Mesdames, a-t-elle dit, attendez-moi 10 minutes, puis je reviens. » Et elle a ouvert la porte de son alcôve, puis elle est sortie. Pourquoi Madame de Lannoy n'est-elle pas venue vous prévenir à l'instant même ? Rien n'était bien certain encore. D'ailleurs, la reine avait dit « Mesdames, attendez-moi », et elle n'osait désobéir à la reine. Et combien de temps la reine est-elle restée hors de la chambre ? 3/4 d'heure. Aucune de ses femmes ne l'accompagnait. Donia Estafania seulement. Et elle est rentrée ensuite ? Oui, mais pour prendre un petit coffret de bois rose à son chiffre et sortir aussitôt. Et quand elle est rentrée plus tard, a-t-elle rapporté le coffret ? Non. Madame de Lannoy savait-elle ce qu'il y avait dans ce coffret ? Oui, les ferrets en diamant que Sa Majesté a donnés à la reine. Et elle est rentrée sans ce coffret ? Oui. L'opinion de Madame de Lannoy est qu'elle les a remis alors à Buckingham ? Elle en est sûre. Comment cela ? Pendant la journée, Madame de Lannoy, en sa qualité de dame d'atour de la reine, a cherché ce coffret, a paru inquiète de ne pas les trouver et a fini par en demander des nouvelles à la reine. Et alors la reine ? La reine est devenue fort rouge et a répondu qu'ayant brisé la veille un de ses ferrets, elle l'avait envoyé raccommoder chez son orfèvre. Il faut y passer, s'assurer si la chose est vraie ou non. J'y suis passé. Eh bien, l'orfèvre ? L'orfèvre n'a entendu parler de rien. Bien, Rochefort. Tout n'est pas perdu, et peut-être tout est-il pour le mieux. Le fait est que je ne doute pas que le génie de votre éminence ne répare les bêtises de mon agent, n'est-ce pas ?
C'est justement ce que j'allais dire, si votre éminence m'avait laissé achever ma phrase. Maintenant, savez-vous où se cachait la duchesse de Chevreuse et le duc de Buckingham? Non, monseigneur. Mes gens n'ont pu rien me dire de positif là-dessus. Je le sais, moi. Vous, monseigneur? Oui. Ou du moins, je m'en doute. Ils se tenaient l'un rue de Vaugirard, numéro 25, et l'autre rue de la Harpe, numéro 75. Votre éminence souhaite-t-elle que je les fasse arrêter tous les deux? Il serait trop tard, ils seront partis. N'importe, on peut s'en assurer. Prenez 10 hommes de mes gardes et fouillez les deux maisons. J'y vais, monseigneur. Et Rochefort s'élança hors de l'appartement. Le cardinal, resté seul, réfléchit un instant et sonna une troisième fois. Le même officier reparut. « Faites entrer le prisonnier, » dit le cardinal. Maître Bonacieux fut introduit de nouveau, et sur un signe du cardinal, l'officier se retira. « Vous m'avez trompé, » dit sévèrement le cardinal. « Moi » s'écria Bonacieux. « Moi, tromper votre éminence !»« Votre femme, en allant rue de Vaugirard et rue de la Harpe, n'allez pas chez des marchands de toile. » »« Et où allait-elle, juste Dieu ?»« Elle allait chez la duchesse de Chevreuse et chez le duc de Buckingham. »« Oui, dit Bonacieux, rappelant tous ses souvenirs. « Oui, c'est cela. Votre éminence a raison. J'ai dit plusieurs fois à ma femme qu'il était étonnant que des marchands de toile demeurassent dans des maisons pareilles, dans des maisons qui n'avaient pas d'enseigne. Et chaque fois, ma femme s'est mise à rire. « Ah, monsieur !» continua Bonacieux en se jetant aux pieds de l'éminence. « Ah, que vous êtes bien le cardinal, le grand cardinal, l'homme de génie que tout le monde révère. » Le cardinal, tout médiocre qu'était le triomphe remporté sur un être aussi vulgaire que l'était Bonacieux, n'en jouit pas moins un instant. Puis presque aussitôt, comme si une nouvelle pensée se présentait à son esprit, un sourire plissa ses lèvres et tendant la main au mercier. « Relevez-vous, mon ami, lui dit-il, vous êtes un brave homme. »« Le cardinal m'a touché la main, j'ai touché la main du grand homme, s'écria Bonacieux. Le grand homme m'a appelé son ami. »« Oui, mon ami, oui, dit le cardinal avec ce paterne qu'il savait prendre quelquefois, mais qui ne trompait que les gens qui ne le connaissaient pas. »« Et comme on vous a soupçonné injustement, eh bien, il vous faut une indemnité. Tenez, prenez ce sac de 100 pistoles. Et pardonnez-moi. »« Que je vous pardonne, monseigneur, dit Bonacieux hésitant à prendre le sac, craignant sans doute que ce prétendu don ne fût qu'une plaisanterie. Mais vous étiez bien libre de me faire arrêter, vous étiez bien libre de me faire torturer, vous êtes bien libre de me faire pendre, vous êtes le maître, et je n'aurais pas eu le plus petit mot à dire. Vous pardonnez, monseigneur, allons donc, vous n'y pensez pas. »« Ah, mon cher monsieur Bonacieux, vous y mettez de la générosité, je le vois, et je vous en remercie. Ainsi donc, vous prenez ce sac, et vous vous en allez sans être trop mécontent. »« Je m'en vais enchanté, monseigneur. »« Adieu donc, ou plutôt au revoir, car j'espère que nous nous reverrons. »« Tant que monseigneur voudra, et je suis bien aux ordres de son éminence. »« Ce sera souvent, soyez tranquille, car j'ai trouvé un charme extrême à votre conversation. »« Oh, monseigneur !»« Au revoir, monsieur Bonacieux, au revoir. » Et le cardinal lui fit un signe de la main, auquel Bonacieux répondit en s'inclinant jusqu'à terre. Puis il sortit à reculons, et quand il fut dans l'antichambre, le cardinal entendit qui, dans son enthousiasme, criait à tue-tête « Vive monseigneur! Vive son éminence! Vive le grand cardinal !» Le cardinal écouta en souriant cette brillante manifestation des sentiments enthousiastes de maître Bonacieux. Puis quand les cris de M. Bonacieux se furent perdus dans l'éloignement, « Bien, dit-il, voici désormais un homme qui se fera tuer pour moi. » Et le cardinal se mit à examiner avec la plus grande attention la carte de La Rochelle, qui, ainsi que nous l'avons dit, était étendue sur son bureau, traçant avec un crayon la ligne où devait passer la fameuse digue, qui, 18 mois plus tard, fermait le port de la cité assiégée. Comme il en était au plus profond de ses méditations stratégiques, la porte se rouvrit et Rochefort entra. « Eh bien, dit vivement le cardinal en se levant avec une promptitude qui prouvait le degré d'importance qu'il attachait à la commission dont il avait chargé le comte. « Eh bien, dit celui-ci, une femme de 26 à 28 ans et un homme de 35 à 40 ans ont logé effectivement, l'un 4 jours et l'autre 5, dans les maisons indiquées par votre éminence. Mais la femme est partie cette nuit, et l'homme ce matin. »« C'était eux !» s'écria le cardinal, qui regardait à la pendule.
Et maintenant, continua-t-il, il est trop tard pour faire courir après. La duchesse est à Tours et le duc à Boulogne. C'est à Londres qu'il faut les rejoindre. Quels sont les ordres de votre éminence? Pas un mot de ce qui s'est passé. Que la reine reste dans une sécurité parfaite. Qu'elle ignore que nous savons son secret. Qu'elle croit que nous sommes à la recherche d'une conspiration quelconque. Envoyez-moi le garde des sceaux Séguier. Et cet homme, qu'en a fait votre éminence? Quel homme? Demanda le cardinal. Ce Bonacieux. J'en ai fait tout ce qu'on pouvait en faire. J'en ai fait l'espion de sa femme. Le comte de Rochefort s'inclina en homme qui reconnaît la grande supériorité du maître et se retira. Resté seul, le cardinal s'assit de nouveau, écrivit une lettre qu'il cacheta de son sceau particulier, puis il sonna. L'officier entra pour la 4e fois. « Faites-moi venir Vitré, dit-il, et dites-lui de s'apprêter pour un voyage. » Un instant après, l'homme qui l'avait demandé était debout devant lui, tout botté et tout éperonné. « Vitré, dit-il, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous ne vous arrêterez pas un instant en route. Vous remettrez cette lettre à Milady. Voici un bon de 200 pistoles. Passez chez mon trésorier et faites-vous payer. Il y en a autant à toucher si vous êtes ici de retour dans 6 jours, et si vous avez bien fait ma commission. » Le messager, sans répondre un seul mot, s'inclina, prit la lettre, le bon de 200 pistoles, et sortit. Voici ce que contenait la lettre. Milady, trouvez-vous au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants. Approchez-vous de lui et coupez-en 2. Aussitôt que ces ferrets seront en votre possession, prévenez-moi. Chapitre 15. Jean de robe et Jean d'épée. Le lendemain du jour où ces événements étaient arrivés, Athos n'ayant point reparu, M. de Tréville avait été prévenu par D'Artagnan et par Porthos de sa disparition. Quant à Aramis, il avait demandé un congé de 5 jours, et il était à Rouen, disait-on, pour affaires de famille. M. de Tréville était le père de ces soldats, le moindre et le plus inconnu d'entre eux, dès qu'il portait l'uniforme de la compagnie, était aussi certain de son aide et de son appui qu'aurait pu l'être son frère lui-même. Il se rendit donc à l'instant chez le lieutenant criminel. On fit venir l'officier qui commandait le poste de la Croix-Rouge, et les renseignements successifs apprirent qu'Athos était momentanément logé au Fort-l'Évêque. Athos avait passé par toutes les épreuves que nous avons vu Bonacieux subir. Nous avons assisté à la scène de confrontation entre les deux captifs. Athos, qui n'avait rien dit jusque-là de peur que D'Artagnan, inquiété à son tour, n'eût point le temps qu'il lui fallait, Athos déclara à partir de ce moment qu'il se nommait Athos et non D'Artagnan. Il ajouta qu'il ne connaissait ni monsieur ni madame Bonacieux, qu'il n'avait jamais parlé ni à l'un ni à l'autre, qu'il était venu vers les 10 heures du soir pour faire visite à monsieur D'Artagnan, son ami, mais que jusqu'à cette heure, il était resté chez monsieur de Tréville, où il avait dîné. 20 témoins, ajoutait-il, pouvaient attester le fait, et il nomma plusieurs gentilshommes distingués, entre autres monsieur le duc de la Trémouille. Le second commissaire fut aussi étourdi que le premier de la déclaration simple et ferme de ce mousquetaire, sur lequel il aurait bien voulu prendre la revanche que les gens de robe aiment tant à gagner sur les gens d'épée. Mais le nom de M. de Tréville et celui de M. le duc de la Trémouille méritaient réflexion. Athos fut aussi envoyé au cardinal, mais malheureusement le cardinal était au Louvre chez le roi. C'était précisément le moment où M. de Tréville, sortant de chez le lieutenant criminel et de chez le gouverneur du Fort-l'Évêque, sans avoir pu trouver Athos, arriva chez Sa Majesté. Comme capitaine des mousquetaires, M. de Tréville avait à toute heure ses entrées chez le roi. On sait quelles étaient les préventions du roi contre la reine, préventions habilement entretenues par le cardinal, qui en fait d'intrigue se défiait infiniment plus des femmes que des hommes. Une des grandes causes surtout de cette prévention était l'amitié d'Anne d'Autriche pour Madame de Chevreuse. Ces 2 femmes l'inquiétaient plus que les guerres avec l'Espagne, les démêlés avec l'Angleterre
et l'embarras des finances. À ses yeux et dans sa conviction, Madame de Chevreuse servait la reine non seulement dans ses intrigues politiques, mais ce qui le tourmentait bien plus encore, dans ses intrigues amoureuses. Au premier mot de ce qu'avait dit monsieur le cardinal, que Madame de Chevreuse, exilée à Tours et qu'on croyait dans cette ville, était venue à Paris et pendant 5 jours qu'elle y était restée, avait dépisté la police, le roi était entré dans une furieuse colère. Capricieux et infidèle, le roi voulait être appelé Louis le Juste et Louis le Chaste. La postérité comprendra difficilement ce caractère, que l'histoire n'explique que par des faits et jamais par des raisonnements. Mais lorsque le cardinal ajouta que non seulement Madame Chevreuse était venue à Paris, mais encore que la reine avait renoué avec elle, avec l'aide d'une de ces correspondances mystérieuses qu'à cette époque on nommait une cabale, lorsqu'il affirma que lui, le cardinal, allait démêler les fils les plus obscurs de cette intrigue, quand au moment d'arrêter sur le fait en flagrant délit, nanti de toutes les preuves, l'émissaire de la reine près de l'exilé, un mousquetaire avait osé interrompre violemment le cours de la justice en tombant, l'épée à la main, sur d'honnêtes gens de loi chargés d'examiner avec impartialité toute l'affaire pour la mettre sous les yeux du roi, Louis XIII ne se contint plus. Il fit un pas vers l'appartement de la reine avec cette pâle et muette indignation qui, lorsqu'elle éclatait, conduisait ce prince jusqu'à la plus froide cruauté. Et cependant, dans tout cela, le cardinal n'avait pas encore dit un mot du duc de Buckingham. Ce fut alors que M. de Tréville entra, froid, poli, et dans une tenue irréprochable. Averti de ce qui venait de se passer par la présence du cardinal et par l'altération de la figure du roi, M. de Tréville se sentit fort comme Samson devant les Philistins. Louis XIII mettait déjà la main sur le bouton de la porte. Au bruit que fit M. de Tréville en entrant, il se retourna. « Vous arrivez bien, monsieur !» dit le roi, qui, lorsque ses passions étaient montées à un certain point, ne savait pas dissimuler. « Et j'en apprends de belles sur le compte de vos mousquetaires. »« Et moi, dit froidement M. de Tréville, j'en ai de belles à apprendre à votre majesté sur ces gens de robe. »« Plaît-il » dit le roi avec hauteur. « J'ai l'honneur d'apprendre à votre majesté, continua M. de Tréville du même ton, qu'un parti de procureurs, de commissaires et de gens de police, gens fort estimables mais fort acharnés, à ce qu'il paraît, contre l'uniforme, s'est permis d'arrêter dans une maison, d'emmener en pleine rue et de jeter au fort l'évêque, tout cela sur un ordre que l'on a refusé de me représenter, un de mes mousquetaires, ou plutôt des vôtres. Sire, d'une conduite irréprochable, d'une réputation presque illustre, et que votre majesté connaît favorablement, Monsieur Athos. Athos, dit le roi machinalement. Oui, au fait, je connais ce nom-là. Que votre majesté se le rappelle, dit Monsieur de Tréville. Monsieur Athos est ce mousquetaire qui, dans le fâcheux duel que vous savez, a eu le malheur de blesser grièvement Monsieur de Cahusac. À propos, monseigneur, continua Tréville en s'adressant au cardinal, Monsieur de Cahusac est tout à fait rétabli, n'est-ce pas? Merci, dit le cardinal en se pinçant les lèvres de colère. Monsieur Athos est donc allé rendre visite à l'un de ses amis alors absent, continua Monsieur de Tréville, un jeune Béarnais, cadet aux gardes de Sa Majesté, compagnie des Essarts. Mais à peine venait-il de s'installer chez son ami et de prendre un livre en l'attendant, qu'une nuée de recors et de soldats mêlés ensemble vint faire le siège de la maison, enfonça plusieurs portes. Le cardinal fit au roi un signe qui signifiait « c'est pour l'affaire dont je vous ai parlé ». « Nous savons tout cela, » répliqua le roi, « car tout cela s'est fait pour notre service. »« Alors, » dit Tréville, « c'est aussi pour le service de votre majesté qu'on a saisi un de mes mousquetaires innocents, qu'on l'a placé entre deux gardes comme un malfaiteur, et qu'on a promené au milieu d'une populace insolente ce galant homme qui a versé 10 fois son sang pour le service de votre majesté, et qui est prêt à le répandre encore. » « Bah, dit le roi ébranlé, les choses se sont passées ainsi ? Monsieur de Tréville ne dit pas, reprit le cardinal avec le plus grand flegme.
Que ce mousquetaire innocent, que ce galant homme venait, 1 heure auparavant, de frapper à coups d'épée 4 commissaires instructeurs délégués par moi, afin d'instruire une affaire de la plus haute importance. « Je défie votre éminence de le prouver !» s'écria M. de Tréville avec sa franchise toute gasconne et sa rudesse toute militaire. Car, 1 heure auparavant, M. Athos, qui, je le confierai à votre majesté, est un homme de la plus haute qualité, me faisait l'honneur, après avoir dîné chez moi, de causer dans le salon de mon hôtel avec M. le duc de la Trémouille et M. le comte de Chalus, qui s'y trouvaient. Le roi regarda le cardinal. « Un procès-verbal fait foi, » dit le cardinal, répondant tout haut à l'interrogation muette de sa majesté. « Et les gens maltraités ont dressé le suivant, que j'ai l'honneur de présenter à votre majesté. »« Procès-verbal de gens de robe, vaut-il la parole d'honneur ?» répondit fièrement Tréville. « La parole d'honneur d'homme d'épée. »« Allons, allons, Tréville, taisez-vous, » dit le roi. « Si son éminence a quelques soupçons contre un de mes mousquetaires, » dit Tréville, « la justice de monsieur le cardinal est assez connue pour que je demande moi-même une enquête. » Dans la maison où cette descente de justice a été faite, continua le cardinal impassible, loge, je crois, un Béarnais, ami du mousquetaire. Votre éminence veut parler de monsieur d'Artagnan. Je veux parler d'un jeune homme que vous protégez, monsieur de Tréville. Oui, votre éminence, c'est cela même. Ne soupçonnez-vous pas ce jeune homme d'avoir donné de mauvais conseils à monsieur Athos, à un homme qui a le double de son âge ? Interrompit monsieur de Tréville. Non, monseigneur. D'ailleurs, monsieur d'Artagnan a passé sa soirée chez moi. Ah ça, dit le cardinal, tout le monde a donc passé la soirée chez vous. Son éminence douterait-elle de ma parole ? Dit Tréville, le rouge de la colère au front. Non, Dieu m'en garde, dit le cardinal. Mais seulement, à quelle heure était-il chez vous ? Oh, cela, je puis le dire sciemment à votre éminence, car comme il entrait, je remarquai qu'il était 9h30 à la pendule, quoique j'eusse cru qu'il était plus tard. Et à quelle heure est-il sorti de votre hôtel ? À 10h30, 1 heure après l'événement. Mais enfin, répondit le cardinal, qui ne soupçonnait pas un instant la loyauté de Tréville, et qui sentait que la victoire lui échappait. Mais enfin, Athos a été pris dans cette maison de la rue des Fossoyeurs. Est-il défendu à un ami de visiter un ami, à un mousquetaire de ma compagnie de fraterniser avec un garde de la compagnie de monsieur des Essarts ? Oui, quand la maison où il fraternise avec cet ami est suspecte. C'est que cette maison est suspecte, Tréville, dit le roi. Peut-être ne le saviez-vous pas ? En effet, sire, je l'ignorais. En tout cas, elle est peut-être suspecte partout. Mais je nie qu'elle le soit dans la partie qu'habite monsieur d'Artagnan. Car je puis vous affirmer, sire, que si j'en crois ce qu'il a dit, il n'existe pas un plus dévoué serviteur de Sa Majesté, un admirateur plus profond de monsieur le cardinal. N'est-ce pas ce d'Artagnan qui a blessé un jour Jussac dans cette malheureuse rencontre qui a eu lieu près du couvent des Carmes des Chaussées ? Demanda le roi en regardant le cardinal qui rougit de dépit. Et le lendemain, Bernajoux, oui, sire, oui, c'est bien cela. Et votre majesté a bonne mémoire. Allons, que résolvons-nous ? Dit le roi. Cela regarde votre majesté plus que moi, dit le cardinal. J'affirmerai la culpabilité. Et moi je la nie, dit Tréville. Mais sa majesté a des juges, et ces juges décideront. C'est cela, dit le roi. Renvoyons la cause devant les juges. C'est leur affaire de juger, et ils jugeront. Seulement, reprit Tréville, il est bien triste qu'en ces temps malheureux où nous sommes à la vie la plus dure, la vertu la plus incontestable, n'exempte pas un homme de l'infamie et de la persécution. Aussi l'armée
serait-elle peu contente, je puis en répondre, d'être en but à des traitements rigoureux à propos d'affaires de police. » Le mot était imprudent. Mais M. de Tréville l'avait lancé avec connaissance de cause. Il voulait une explosion, parce qu'en cela, la mine fait du feu et que le feu éclaire. « Affaire de police !» s'écria le roi, relevant les paroles de M. de Tréville. « Affaire de police ! Et qu'en savez-vous, monsieur ? Mêlez-vous de vos mousquetaires et ne me rompez pas la tête. Il semble, à vous entendre, que si par malheur on arrête un mousquetaire, la France est en danger. Et que de bruit vaut un mousquetaire. J'en ferai arrêter 10, ventre bleu, 100 même, toute la compagnie. Et je ne veux pas que l'on souffle un mot. » « Du moment où ils sont suspects à votre majesté, dit Tréville, les mousquetaires sont coupables. Aussi, me voyez-vous, sire, prêt à vous rendre mon épée. Car après avoir accusé mes soldats, monsieur le cardinal, je n'en doute pas, finira par m'accuser moi-même. Ainsi, mieux vaut que je me constitue prisonnier avec monsieur Athos, qui est arrêté déjà, et monsieur d'Artagnan, qu'on va arrêter sans doute. »« Tête gasconne, en finirez-vous » dit le roi. « Sire, répondit Tréville sans baisser le moindrement la voix, ordonnez qu'on me rende mon mousquetaire ou qu'il soit jugé. »« On le jugera, dit le cardinal. »« Eh bien, tant mieux, car dans ce cas, je demanderai à sa majesté la permission de plaider pour lui. » Le roi craignit un éclat. « Si son éminence, dit-il, n'avait pas personnellement des motifs... » Le cardinal vit venir le roi et alla au-devant de lui. « Pardon, dit-il, mais du moment où votre majesté voit en moi un juge prévenu, je me retire. »« Voyons, dit le roi, me jurez-vous, par mon père, que M. Athos était chez vous pendant l'événement et qu'il n'y a point pris part ? » ?»« Par votre glorieux père et par vous-même, qui êtes ce que j'aime et ce que je vénère le plus au monde, je le jure. » »« Veuillez réfléchir, sire, dit le cardinal. Si nous relâchons ainsi le prisonnier, on ne pourra plus connaître la vérité. »« Monsieur Athos sera toujours là, reprit M. de Tréville, prêt à répondre quand il plaira aux gens de robe de l'interroger. Il ne désertera pas, monsieur le cardinal. Soyez tranquille, je réponds de lui, moi. Au fait, il ne désertera pas, dit le roi. On le retrouvera toujours, comme dit M. de Tréville. D'ailleurs, ajouta-t-il en baissant la voix et en regardant d'un air suppliant son éminence, donnons-leur de la sécurité. Cela est politique. Cette politique de Louis XIII fit sourire Richelieu. « Ordonnez, sire, dit-il, vous avez le droit de grâce. » « Le droit de grâce ne s'applique qu'aux coupables, dit Tréville, qui voulait avoir le dernier mot. Et mon mousquetaire est innocent. Ce n'est donc pas grâce que vous allez faire, sire, c'est justice. »« Et il est à Fort-l'Évêque, dit le roi. »« Oui, sire, et au secret, dans un cachot, comme le dernier des criminels. »« Diable, diable, murmura le roi, que faut-il faire ? » « Signez l'ordre de mise en liberté, et tout sera dit, reprit le cardinal. Je crois, comme votre majesté, que la garantie de M. de Tréville est plus que suffisante. » Tréville s'inclina respectueusement avec une joie qui n'était pas sans mélange de crainte. Il eût préféré une résistance opiniâtre du cardinal à cette soudaine facilité. Le roi signa l'ordre d'élargissement, et Tréville l'emporta sans retard. Au moment où il allait sortir, le cardinal lui fit un sourire amical et dit au roi : « Une bonne harmonie règne entre les chefs et les soldats dans vos mousquetaires, sire. Voilà qui est profitable au service et bien honorable pour tous. »« Il me jouera quelque mauvais tour incessamment, disait Tréville. On n'a jamais le dernier mot avec un pareil homme. Mais hâtons-nous, car le roi peut changer d'avis à toute heure. Et, au bout du compte, il est plus difficile de remettre à la Bastille ou au Fort-l'Évêque un homme qui en est sorti que d'y garder un prisonnier qu'on y tient.
M. de Tréville fit triomphalement son entrée au Fort-l'Évêque, où il délivra le mousquetaire que sa paisible indifférence n'avait pas abandonné. Puis, la première fois qu'il revit d'Artagnan. « Vous l'avez échappé belle, lui dit-il. Voilà votre coup d'épée à Jussac, payé. Reste bien encore celui de Bernajoux, mais il ne faudra pas trop vous y fier. » Au reste, M. de Tréville avait raison de se défier du cardinal et de penser que tout n'était pas fini, car à peine le capitaine des mousquetaires eut-il fermé la porte derrière lui que son éminence dit au roi : « Maintenant que nous ne sommes plus que nous deux, nous allons causer sérieusement, s'il vous plaît, votre majesté. Sire, monsieur de Buckingham était à Paris depuis 5 jours, et il n'en est parti que ce matin.